Voilà, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur cette émission, donc Radio Pléiade, la 78e, pour parler ce soir donc du réveil du dragon. Ça tombe bien, je me racle la gorge, donc le dragon est en train de se réveiller dans ma gorge. Alors, eh bien, bienvenue donc aux 40 personnes pour l'instant qui démarrent cette émission. Merci pour votre fidélité et merci d'être là la semaine du 15 août, effectivement. Donc, nous sommes le lundi 12 août pour ce 78e épisode. Donc, c'est un peu un challenge de faire une émission la semaine du 15 août, mais c'est pas grave. Elle est enregistrée, donc elle sera écoutable de toute façon en replay et en podcast. Voilà. Et je vais vous faire une annonce pour démarrer. Je prends ma retraite au 100e épisode de Radio Pléiade si l'événement n'est pas arrivé d'ici là. Voilà, je vous l'annonce, c'est clair et net. Je veux rien savoir. Alors faites vos calculs, il nous reste encore 22 épisodes. Et si dans 22 épisodes de Radio Pléiade, il n'y a toujours pas d'événement, eh bien je prends ma retraite. Voilà, ce sera la retraite du dragon, réveillé ou pas réveillé. Voilà, et alors ça c'était pour mon humeur du jour, on va dire. Et pour les annonces, les sérieuses, donc je vous rappelle que nous avons un Tenons la lumière ce mercredi 14 août à 21h avec le soutien donc des chambres à tachyon. Donc la chambre à tachyon donc de Normandie et une chambre à tachyon de Bretagne, donc André et Gwen, hein, nos habitués. Donc merci à eux encore d'être présents. Donc un tenant la lumière, c'est quoi? C'est un demi-marathon ou un tiers de marathon, on va dire ça comme ça. C'est 1 heure d'exercice spirituel pour tenir la lumière pendant cet été. Voilà, et donc on va le faire ce mercredi 14 août, juste avant le grand week-end pour ceux qui partent en week-end. Et donc une autre annonce, oui, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais le 1er septembre donc, de cette année est le 85e anniversaire du démarrage de la Seconde Guerre mondiale, donc ce grand massacre planétaire. Donc les forces sombres vont utiliser cette date pour y faire des rituels et tenter de déclencher certaines choses. Donc le 1er septembre et les jours suivants, tenez la lumière plus que jamais. Il y aura sans doute des méditations d'ailleurs qui seront proposées. Je pense que Sandrine en proposera. Donc soyez très vigilants sur cette période qui va démarrer donc début septembre, dès le 1er septembre. Ensuite, je voulais vous annoncer également donc la prochaine émission Radio Pléiade. Donc, alors ce sera mardi. Donc cette semaine, je le fais lundi, mais c'est exceptionnel parce que justement, il y a un Tenons la lumière mercredi. Je voulais juste me reposer entre les deux. Et donc la semaine prochaine, on aura bien un Radio Pléiade le mardi. Donc ce sera le 20 août. Et le sujet sera le mirage de Palantis. Alors je ne sais pas si Palantis, ça vous parle. C'est un concept de distraction subtile spécialement conçu pour les travailleurs de lumière francophones et qui est utilisé par quelques oiseaux au sein de la communauté francophone uniquement. Donc cette prochaine émission sera collective. Donc on fera appel à l'intelligence collective justement pour faire une analyse approfondie d'une nouvelle psyops franco-française, le mirage de Palantis. Voilà, et merci aux personnes qui nous accompagneront pour cette prochaine émission. Et je vais faire une dernière annonce, en fait, c'est concernant en fait la sortie du livre de Marie-Hélène Dourte. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait partie de notre communauté, en fait. Elle interagit assez régulièrement, donc notamment dans le groupe autour de Radio Pléiade, notamment dans le groupe sur la communication animale. Donc voilà, elle nous a sorti un e-book donc, que je viens de découvrir et qui mérite votre attention. Donc c'est un roman court en format PDF. Donc son titre, c'est L'Aube bleue, le retour de la lumière. Marie-Hélène s'est inspirée des informations de Cobra dans son roman. Voilà, il y a une BD qui est sortie, maintenant il y a un roman qui sort, et elle nous plonge donc dans l'histoire d'Élisabeth. Donc Élisabeth qui s'allie aux Pléiadiens, à la sororité, aux sororités et au mouvement de la résistance pour libérer notre planète. Donc c'est une fiction captivante, évidemment, puisque c'est notre réalité finalement, et pleine de révélations, donc qui a été conçue pour le grand public, une forme de divulgation douce. Mais ce livre intéressera ceux d'entre vous qui sont déjà plus éveillés également. Voilà. Donc vous pouvez le trouver sur sa boutique en ligne. Ça s'appelle Animaux
.cmonsite.fr. Je pense que Jean-Michel, tu pourrais peut-être mettre le lien parce qu'Animots, ça s'écrit pas comme vous le croyez, ANIMOTS.CMONSITE.fr. Voilà. Et ça coûte 5,50 €. C'est pas cher. Je l'ai parcouru, je l'ai pas lu dans le détail, mais franchement, ça me semble très bien. Et que vous soyez néophyte ou initié, ça devrait vous intéresser. Voilà. Donc merci à elle d'avoir pris cette initiative pour la lumière. C'est vraiment super. Voilà. Et le lien de ce roman sera disponible dans la description du replay YouTube de Radio Pléiade. Voilà. Ben, je crois que, voilà, merci. Ben, je crois qu'on est parti. Allez, on est parti pour de bon. C'est fini pour les annonces. Bienvenue à tous. Donc, nous sommes 60 participants. Bravo pour un 15 août, pour un 12 août, juste avant le grand week-end. Eh ben, c'est pas si mal. Donc, ce soir, nous allons commenter la dernière mise à jour de situation planétaire, donc du fameux Cobra. Donc, une situation planétaire qui date du 4 août. Bon, on est le 12, mais c'est un petit peu le temps qu'il fallait aussi pour creuser un certain nombre de points et prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, c'est parti. C'est parti pour cette mise à jour. Et je vais d'ailleurs utiliser aussi les comptes rendus des conférences asiatiques qui ont été faites. Il y a eu 3 conférences en Asie pendant le mois de juillet. Je vais utiliser ces comptes rendus pour pouvoir enrichir et commenter cette mise à jour. Et je vous laisserai la possibilité d'interagir, de poser des questions à certains moments particuliers. Si jamais il y a une urgence, levez la main quand vous le souhaitez, tentez votre chance. Et si je vois le lever de main, je pourrai vous donner la parole. Voilà, c'est parti. Donc je cite, la phase de test, donc de désenchevêtrement ou de désintrication, se déroule bien et devrait s'achever dans 1 semaine environ. Après cela, le processus de désintrication de l'humanité et du rôdeur commencera à pleine puissance. Alors, vous vous souvenez de quoi on parle? Le rôdeur, bon, on va en reparler un petit peu ce soir, pour ceux qui veulent avoir une clarification du concept du rôdeur. Nous sommes tous malheureusement intriqués avec cette espèce d'archétype du mal dans notre univers et même dans les univers. Alors, donc la publication date du 4 août. Nous sommes environ 1 semaine plus tard, enfin, 1 semaine, 4 plus 7, ça fait 11. Nous sommes le 12. Donc, on peut dire, puisqu'il dit que ça commence à pleine puissance à peu près dans 1 semaine, eh bien, on peut dire que ça commence maintenant. Voilà. Donc, maintenant commence le processus de désintrication à pleine puissance après avoir fait quelques tests, peut-être sur vous. Je ne sais pas si vous vous sentez visé, mais moi, je suis un peu malade. Je me sens un peu visé. Je me dis que pour me consoler, je me dis que je suis peut-être en cours de désintrication du rôdeur et que j'ai fait l'objet des tests de force de la lumière, sait-on jamais. Enfin voilà, on se console comme on peut. En tout cas, je vous invite à vous observer plus que jamais. Et si toute la population se met à avoir des symptômes de désintrication, je ne sais pas ce que ça peut donner et à quoi vont ressembler les hôpitaux. Voilà. Donc, en réalité, c'est un test que nous avons vécu et je comprends qu'ils parlent de pleine puissance, mais en réalité, ils y vont progressivement parce qu'il a été dit dans une conférence asiatique que donc nous ferons l'expérience du processus de désinfection autour des 1 à 2 mois prochains. Donc, c'est parti là, hein, le 12 août, c'est parti, jusqu'au, allez, on va dire 12 octobre, on va dire ça comme ça. Il s'agira d'une phase de test, cette fois-ci à grande échelle, donc c'est une nouvelle phase de test, au cours de laquelle les forces de la lumière observeront les réactions de l'humanité à ce processus de nettoyage. Voilà, donc là, ils le font à grande échelle, mais ça reste encore une phase un peu de test pour voir comment les humains vont réagir, donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. C'est la première fois qu'une telle opération est menée. Tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis, depuis la création de l'univers. Ni plus ni moins. Il s'agit du plus grand travail de purification de l'histoire de l'univers. C'est ce qui a été dit dans une conférence asiatique. Allons donc. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter finalement cette expérimentation à grande échelle pour le bien de tous, mais observez et surtout essayez de bien vivre justement cette période de désintrication. Donc voilà, moi je suis malade depuis quelque temps, donc j'espère tenir l'émission et vive la désintrication. Mais dans le doute, consultez votre médecin, bien évidemment. Donc, alors je continue la citation. Pour ce processus donc de désintrication, le réseau éthérique planétaire de lumière a dû être préparé et correctement activé.
C'est pour cette raison qu'une activation spéciale de la ligne de lait du Dragon a eu lieu entre le 11 et le 22 juillet. Pendant cette période, les lignes de lait du Dragon autour de la planète ont été activées avec un accent particulier sur l'Asie. On va beaucoup parler de l'Asie ce soir, et en particulier sur la ligne de lait du Dragon tibétain, et on va beaucoup parler du Tibet aussi ce soir. Voilà. Des ateliers d'activation du Dragon ont été organisés en Asie pendant cette période, et vous pouvez lire les notes, donc, notamment sur le lien de Révolution Vibratoire, hein, qui s'appelle Synthèse des ateliers pour l'ascension en Asie en juillet 2024. Donc, il y a eu une conférence à Taïwan, un atelier à Taïwan. Donc, c'était après l'atelier de Paris, du coup, hein, pour ceux qui étaient avec nous à Paris. Il y a eu une conférence en Malaisie et il y a eu, donc Kuala Lumpur, je crois. Et il y a eu une conférence dans un autre lieu d'Asie qui est non dévoilé, même si c'est un peu un secret de Polichinelle, mais on ne le dit pas quand même. Voilà. Et donc, je vous donne un extrait de ces explications donc, par rapport à l'énergie du Dragon. Et donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, nous sommes à 69. Beau chiffre. L'énergie des dragons est un archétype ancien issu de plusieurs races de dragons positives. L'énergie dragon originelle provient de la galaxie d'Andromède. Donc, ces races de dragons ont évolué dans différentes galaxies sous la direction de plusieurs races stellaires avancées. Les races de dragons positives protègent l'humanité et gardent la grille galactique de lumière. Elles défendent également l'ensemble de la Voie lactée et empêchent notre système solaire de subir des invasions obscures. Bon, alors là, je fais ma petite parenthèse, hein. Bon, là, la mission n'est pas à 100% remplie, mais bon, il y a des raisons à cela, vous les connaissez. Hein, la Terre, le dernier bastion des forces obscures. Je continue la citation donc d'une conférence asiatique. Donc, les races de dragons positives évoluent donc notamment sur Antares, donc une étoile géante rouge. Vous connaissez Antares. Elle a une étoile bleue voisine, Antares B. Et donc Antares est à l'origine des dragons rouges et des dragons bleus. Donc, qui inspirent justement des sociétés secrètes sur Terre. On en reparlera tout à l'heure. Les dragons rouges sont plus orientés vers le physique. Ils sont responsables de la protection du monde physique. Les dragons bleus s'occupent du monde spirituel. Ils protègent les connaissances spirituelles authentiques. Alors, êtes-vous plutôt dragon rouge ou dragon bleu? Moi, je me sens à la fois un peu dragon rouge et un petit peu à la fois dragon bleu. On va dire, ça dépend. Ça dépend des fois. Donc, outre Antares, il y a aussi Aldébaran. Les êtres d'Aldébaran entraînent certains dragons à suivre la lumière et à protéger ce secteur de la galaxie. Avez-vous déjà rêvé de dragons? Peut-être, si c'est le cas, peut-être avez-vous une certaine connexion avec ces races galactiques, donc qui protègent à la fois notre galaxie et notre système solaire. Et les Asiatiques connaissent très bien le rôle de protection des dragons, puisqu'on le retrouve dans la mythologie asiatique, on le retrouve beaucoup. Voilà. Donc, activer l'énergie du dragon signifie réveiller l'énergie masculine divine positive. Donc, nous sommes entrés dans un cycle positif en 2012, donc dans le but d'initier l'énergie divine féminine. On en a beaucoup parlé, Cobra en a beaucoup parlé, et puis ça a fait réagir pas mal de gens, et beaucoup se sont dit, mais bon, c'est bien beau de parler de l'énergie de la déesse, etc. Mais alors, l'énergie du héros divin, l'archétype du héros divin, elle est où? Eh bien, justement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on en parle. Ce processus d'activation donc de 12 ans était nécessaire pour harmoniser la transformation ultérieure. Nous avons maintenant besoin de l'énergie masculine divine pour réaliser davantage de percées et prendre des mesures physiques. Voilà, à tous les hommes qui ont cette part divine masculine en eux, ce message est pour vous. Maintenant, il faut la mise en action. L'implémentation concrète dans le plan physique, voilà, nous y sommes. La préparation est terminée. L'énergie du dragon représente l'archétype du héros divin, c'est l'énergie du masculin divin, de la percée et de l'événement. C'est l'énergie qui permet de prendre des mesures concrètes dans le monde physique. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Les forces obscures ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour empêcher ces événements. Elles ont presque réussi, mais elles ont finalement échoué. Ouf, j'ai envie de dire. L'activation de l'énergie du dragon a commencé le 11 juillet et a été couronnée de succès jusqu'à présent. Ce travail se poursuivra pendant plusieurs semaines. Voilà, donc connectez-vous à ces énergies du dragon. Il y a d'ailleurs une méditation du dragon qui est sortie. Je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure.
Voilà, en tout cas, nous sommes encore dans cette période de l'activation des énergies du dragon, donc à bon entendeur, pour tous les éveillés au divin masculin. Alors, Cobra nous précise que ces ateliers ont été accompagnés de nombreux signes dans le ciel, donc notamment un arc-en-ciel multiple à Hong Kong le 11 juillet, voilà, quand ça a démarré. Euh, alors, bon, je suis désolé, hein, je vais, je vais pas débunker, mais je vais jouer le rôle un petit peu de l'avocat du diable. En fait, si vous voulez, l'arc-en-ciel multiple, en fait, quand il y a un double rainbow, un double arc-en-ciel, en fait, il est toujours là en réalité, mais il est rarement visible. Et d'ailleurs, il est inversé dans l'ordre des couleurs, hein, puisque c'est des phénomènes de réflexion qui sont naturels. Mais moins fréquemment encore, il arrive qu'il y ait même un troisième arc qui soit visible et qui est inversé aussi par rapport au second, et donc qui est identique au premier arc-en-ciel. Donc, bienvenue aux sceptiques, mais je crois que l'arc-en-ciel donc de Hong Kong ressemblait à un arc-en-ciel triple. C'est pour ça que Cobra parlait d'arc-en-ciel multiple. Alors voilà, est-ce qu'il était là euh, comme un simple phénomène naturel ou comme un signe avant-coureur de quelque chose? À vous de voir. Donc, il nous parle aussi de nuages de flammes solaires en Malaisie, donc le 18 juillet, juste après l'atelier en Malaisie. Et également un nouvel arc-en-ciel multiple à Hong Kong le 20 juillet. Et alors ça, c'est ce que je préfère, je ne sais pas pourquoi, une tempête violette à Lhasa, donc au Tibet, donc juste après l'activation de la ligne du dragon tibétain le 21 juillet. Donc, je continue à jouer un petit peu les tristes cires. La couleur des éclairs, en fait, ou ce qui nous paraît comme tel, nous renseigne sur la composition de l'air, mais parfois aussi sur la distance à laquelle nous les observons. Un éclair blanc signifie que l'air est plutôt sec, l'éclair bleu indique la présence de grêle, l'éclair rouge ou violet, la présence de pluie dans le ciel, comme sur la photo qui vous a été présentée dans la fameuse mise à jour. Enfin, l'éclair jaune signifie qu'il y a du sable dans l'atmosphère. C'est le cas notamment lorsque les vents du sud soufflent très fort en altitude depuis le Sahara jusqu'en Europe. Alors, signe du ciel, à vous de voir. C'est comme les synchronicités. Peut-être que finalement, ce sont les accumulations qui comptent et peut-être pas juste les phénomènes isolés. Et là, nous avons une accumulation de signes du ciel. Voilà. Et on manque tellement de signes en fait du ciel pour nous aider à tenir dans la durée, hein, puisque c'est très long, la libération planétaire, et ben, que je veux bien malgré tout acheter cela et dire que ben, voilà, c'est magnifique, c'est bien, un signe du ciel, j'achète. Voilà. Est-ce que vous auriez éventuellement, allez, je vous ouvre un tout petit créneau, donc est-ce que vous auriez éventuellement à ce stade de l'émission de ce soir une première question sur ces signes du ciel, sur l'énergie des dragons, sur les annonces qui ont été faites, bref, sur ce qui a été dit jusqu'à présent? Auriez-vous éventuellement une petite question, une petite réflexion? J'attends quelques secondes, mais pas très longtemps, pour voir si une main se lève. Et sinon, je passe à la suite. Alors, je vois que Chiara a levé la main. Eh bien, Chiara, tu es en micro gris. Tu peux activer ton micro. Comme vous le savez, j'active d'abord une première fois les micros pour passer en micro gris. Et après, vous devez activer votre micro pour pouvoir parler. Chiara, nous t'écoutons. Est-ce que tu voulais faire un petit complément? Eh bien, non. Non, il ne se passe rien. Ok, eh ben je continue. Tant pis, Chiara, on en reparlera tout à Vous l'heure. m'entendez là? Vous m'entendez là? Ah oui, on t'attend, mais qu'attendais-tu pour activer ton micro? Ah, mais je suis pas douée du tout pour les trucs techniques, hein. Je suis réfractaire. Enfin, bon, voilà, bah, écoute, signe du ciel, nous, on a vu à Paris, ça a été vu aussi à Lille, ou alors enfin, signe du ciel ou alors, ligne de lait activée, mais on a vu des phénomènes absolument, fantastiques, quoi. J'ai filmé un tout petit peu, j'ai posté quelque chose, il y a eu beaucoup de choses sur TikTok, sur Paris, pour Lille surtout. Bon, c'était vraiment le ciel qui devenait, le ciel nocturne devenait bleu ciel. C'était comme un stroboscope, ça c'est Lune Rouge qui a dit ça, c'est très bien, c'est une belle image. Enfin, elle a su de quelqu'un d'autre qui avait dit ça et c'était toutes les secondes et c'était incroyable. Enfin, ça a duré des heures sur Paris. Alors évidemment, les gens endormis, il pourrait se passer des trucs, enfin quand même, je sais pas, ils réagissent pas ou ils ont pas vu, ils dormaient, c'était assez tard. Mais c'était extraordinaire.
Donc soit les lignes de lait qui étaient activées, parce que je sais qu'il y a une ligne de lait qui passe par Paris, hein, là où il y a un vortex, et soit un signe du ciel, c'était extraordinaire, quoi. C'était vraiment, c'était unique. J'ai posté un peu quelque chose, hein, j'ai dû prendre aussi une prise de vue de, je sais pas, de quelques minutes, quoi. Mais c'était des flashs bleu ciel, noir, enfin le ciel nocturne, noir. C'était incroyable, Bah, incroyable. merci. Mais postez vos signes du ciel, effectivement, ils sont les bienvenus, hein, bien évidemment, et normalement, on devrait en avoir de plus en plus. Donc, si vous êtes le témoin de signes du ciel, n'hésitez pas à les poster. Donc super. Bah, merci beaucoup, Chiara. Bah Enfin oui, voilà, bah, je voulais quand ouais. même donner quelques petites explications scientifiques. C'est quand même toujours intéressant d'avoir quelques explications scientifiques. Rien n'empêche de croire aux synchronicités et à leur accumulation et aux signes du ciel. L'un n'est pas antagoniste forcément de l'autre. Voilà. Merci, merci Chiara. Allez, je vais continuer. Je vais continuer. Donc, je cite: après l'activation réussie donc des lignes de lait du dragon, diverses factions du réseau Agartha, on va voir qu'il y en a beaucoup, en particulier en Asie, se montrent de plus en plus actives et commencent à se préparer à la percée par compression. Ben, ça aussi, ça ressemble à une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si les différentes factions de l'Agartha se préparent à la percée par compression, moi je trouve que ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc alors je vous rappelle à ce sujet, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, mais c'est pas grave, je le rappelle parce que c'est toujours bien les rappels, qu'une ancienne prophétie tibétaine dit qu'il y aura un moment où le roi du monde émergera avec son armée en provenance de son royaume souterrain et que ce roi du monde vaincra les forces de l'obscurité et qu'il amènera la venue de l'âge d'or. Bon, ben voilà, enfin, vous avez compris de quoi il est question. Alors, il s'agit de la prophétie du Kalachakra. Mais d'où vient-elle cette prophétie du Kalachakra? En fait, cette prophétie du Kalachakra, donc Kalachakra, ça veut dire la roue du temps. Cette prophétie du Kalachakra vient d'un texte dans le bouddhisme tibétain qui s'appelle le Tantra du Kalachakra. Alors, pas de pensée mal placée, hein, ça n'a rien à voir avec tantrisme ou ce que vous pouvez imaginer. Un tantra, en fait, ça désigne aussi un texte, différents types de textes, des textes de référence dans le bouddhisme tibétain. Voilà. Et on attribue cette révélation donc de la prophétie du Kalachakra au Bouddha Shakyamuni, pour ceux qui souhaiteraient aller creuser l'information. Voilà. Donc je disais, le Kalachakra signifie la roue du temps, et donc le Tantra du Kalachakra et son commentaire sont la source première du mythe de Shambhala. Le saviez-vous? Voilà, j'ai créé d'ailleurs à ce propos sur le groupe autour de Radio Pléiade un nouveau topic, un nouveau sujet, donc Agartha et Shambhala, parce que je pense que c'est un peu confus dans nos esprits. On ne fait pas forcément très bien la différence entre ce qu'est Agartha et Shambhala, mais justement, on va en parler un petit peu ce soir. Donc voilà, donc ce tantra du Kalachakra parle de Shambhala, royaume idéal que seuls certains peuvent atteindre. On y relate entre autres comment un roi de Shambhala apparaîtra dans le monde pour combattre les barbares. Les barbares, hein, vous les connaissez, hein, c'est notre quotidien, c'est ceux qui nous entourent, et établir un âge d'or. Le corpus Kalachakra donc fait l'objet ça a servi de guide de yoga, d'interprétation millénariste, voire d'interprétation occulto-politique, en dehors même du monde bouddhiste. Et ce texte, alors prêtez attention à ce point parce que nous y reviendrons. Ce texte, donc le Tantra du Kalachakra, a été introduit au royaume de Guge. Alors je ne sais pas comment il faut prononcer correctement, en chinois ce serait Guge. Donc au XIe siècle, donc c'est un royaume qui est apparu donc dans l'empire du Tibet au XIe siècle. On en reparlera un petit peu plus loin. Justement, c'était une période lumineuse pour le Tibet et c'est pour ça que ces textes vraisemblablement sont apparus à ce moment-là. Voilà. Alors voilà pour les préambules. Donc je vais reparler aussi un petit peu alors justement de Shambhala. Donc Shambhala est lié également à la confrérie de l'Étoile. Je vous ai posté récemment donc sur Victoria Luminis une vidéo, je l'ai ressortie, donc qui est sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa, donc qui parle de la présentation de la fraternité de l'Étoile. Donc je sais qu'à certains d'entre vous, ça parle très très fort, hein, cette vidéo, à d'autres moins, mais peu importe. Mais ça me semblait intéressant de la sortir
Donc la confrérie de l'Étoile, merci beaucoup d'avoir reposté le lien, Jean-Michel. Cette confrérie de l'Étoile donc, est un avant-poste planétaire de la loge bleue de Sirius. Donc le concept de loge n'est pas le privilège de la franc-maçonnerie, hein, comme vous le savez. Voilà, la loge, ça a aussi son archétype donc dans la galaxie. Et donc voilà, la confrérie de l'Étoile est un avant-poste de cette loge bleue de Sirius. Et l'ancrage physique de cette confrérie de l'Étoile, donc sur la Terre, est le vaste royaume souterrain de Shambhala, où opère la grande école de mystère de la confrérie transhimalayenne, confrérie voilà, la confrérie transhimalayenne. Bon. Donc la confrérie de l'Étoile n'a jamais été publique depuis le début de l'Atlantide. Et donc Cobra l'a révélé justement à un certain moment donc sur son blog, et c'est ce qui a abouti à la création de cette vidéo, dont vous avez le lien. Elle travaillait donc cette confrérie secrètement grâce à ses disciples. Peut-être vous reconnaîtrez-vous, je ne sais pas. Les disciples de la confrérie de l'Étoile font partie de l'ordre de l'Étoile. Donc vous avez le cœur, donc la confrérie de l'Étoile qui est un avant-poste de la loge de Sirius. Et ce cœur, cette confrérie de l'Étoile, a des disciples qui représentent un mandala de 144 000 êtres stellaires qui font partie de l'ordre de l'Étoile. Voilà. Donc 144 000 êtres stellaires des premières, deuxième et troisième initiations. Alors, me demandez pas dans le détail ce que ça veut dire. Moi, je fais juste une petite parenthèse que ça fait vaguement penser aux 3 vagues de volontaires, mais que je ne développerai pas sur ces adhérences sémantiques qui sont un petit peu des attrape-mouches, justement, c'est chez les travailleurs de lumière. Mais quoi qu'il en soit, donc cet ordre de l'Étoile, donc ces personnes se sont incarnées sur cette planète dans le but de réaliser une triangulation de la lumière et de l'obscurité. Donc, autrement dit, libérer cette planète. Les membres de l'Ordre de l'Étoile ont influencé la situation mondiale grâce à la guidance télépathique de ce cœur, donc de la confrérie de l'Étoile, et tout ceci sous la guidance de Sanat Kumara. Vous avez sans doute déjà entendu ce nom. Pardon. Sanat Kumara, en sanskrit, c'est du sanskrit, hein, pour ceux qui se poseraient la question, ça veut dire éternellement jeune. Et dans la mythologie hindoue, c'est l'un des 4 rishis éternels, fils de Brahma. Donc voilà, petite précision sur Shambhala pour un peu mieux comprendre aussi la distinction entre Shambhala et Agartha, dont on va beaucoup parler ce soir. Alors, Cobra reprend la parole. Donc, il dit « Je vais maintenant mentionner quelques-unes de ces factions, donc ces factions de l'Agartha. » Alors, après avoir parlé un petit peu de Shambhala, je vais vous parler un petit peu justement de l'Agartha. Alors, bon, j'ai parlé de la prophétie du Kalachakra, mais je veux vous parler d'un autre livre aussi, d'un certain René Guénon. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. C'est vraiment une référence. C'était même une référence dans le monde politique occulte en France. René Guénon a écrit donc Le Roi du Monde, donc un livre qui est paru en 1927. Et le point de départ de son livre, c'est le livre d'une autre personne encore qui s'appelle Ferdinand Ossendowski, qui parle d'un mystérieux roi du monde qui dirigerait les affaires spirituelles de l'humanité depuis une contrée inaccessible et souterraine pour les hommes ordinaires. Et cette contrée inaccessible et souterraine pour les hommes ordinaires, c'est l'Agartha. Voilà, donc René Guénon parlait de l'Agartha, notamment donc, dans son livre Le Roi du Monde. Mais vous pourrez trouver des références ailleurs, bien évidemment. Donc, dans ce livre, René Guénon, il a exposé sa notion de tradition primordiale. En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une vérité des origines qui sous-tend après justement toutes les traditions spirituelles qui se développent avec plus ou moins d'infiltration justement de l'ombre à travers ce cycle de l'humanité. Donc ces vérités primordiales qui se perdent progressivement justement avec l'avancement du cycle que nous traversons. Voilà. Et donc, alors c'est parti pour ces factions donc de l'Agartha. On commence par le réseau Blue Dragon Agartha. Donc, si on prend le terme chinois donc, et qu'on le met dans un traducteur, ça nous met lieu paradisiaque ou magnifique. Donc cette société, ce réseau donc du dragon bleu de l'Agartha a été créé sous la dynastie Tang et donc sous l'empereur Xuanzong pour ceux qui veulent faire des recherches. Donc c'est l'empereur Xuanzong. Alors ça s'écrit je vous le prononce en pinyin, mais ça s'écrit Xuanzong. Donc cet empereur a relié les grottes célestes au temple taoïste.
Alors moi j'aime bien le terme de grotte céleste parce que ça résonne un peu comme un oxymore. Comment une grotte peut-elle être céleste? Mais enfin, t'as pas vu Avatar, il peut y avoir des grottes célestes, évidemment. Et donc le concept on parle aussi de grotte cieux. Donc ça faisait référence donc à une utopie constituée d'un ensemble de grottes interconnectées et cachées dans les montagnes divines. Et vous savez qu'il y a beaucoup de montagnes sacrées considérées comme telles en Chine. Voilà. Donc cet empereur, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a connecté le taoïsme à ces grottes, à ces grottes sacrées et donc au monde de l'Agartha à l'époque où vraisemblablement il y avait une percée de la lumière. Donc il y a eu une opportunité et il en a profité. Voilà. Donc je reprends la citation de Cobra. Donc cela a créé un réseau d'entrée opérationnel vers le monde souterrain. À cette époque, de nombreux maîtres taoïstes ont atteint un stade spirituel avancé. Mais lors de la rébellion d'An Lushan, alors je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui connaissaient ça avant que Cobra n'en parle. Lors de la rébellion d'An Lushan, donc ils ont presque tous été contraints de quitter la surface qui était devenue trop dangereuse et probablement qui ne vibrait plus à la bonne vibration justement pour tous ces maîtres taoïstes qui avaient atteint un niveau spirituel avancé. Voilà. Et donc ces maîtres spirituels, ils ont profité de ce réseau nouvellement créé. Ils sont allés sous terre par le réseau d'entrée fraîchement créé et ont ensuite créé une civilisation souterraine de lumière, ou une civilisation de rupture, comme on pourrait dire, basée sur des principes taoïstes avancés. Ils ont découvert un ancien réseau Atlante doté d'une technologie avancée et ils existent maintenant toujours sous la Chine centrale et coopèrent avec, tenez-vous bien, les Aldébaraniens, les Antariens et les Andromédans. Ils influencent Wuhan, vous vous souvenez de Wuhan, on en a beaucoup parlé, et la surface essentiellement grâce à son vortex, le vortex de Wuhan. Voilà. Bon, difficile de demander des preuves tangibles de tout cela à Cobra ou à qui que ce soit, mais faites vos recherches, ressentez ce qui résonne en vous par rapport justement à cette histoire donc de cet empereur, de la connexion de ces grottes souterraines donc entre le taoïsme et l'Agartha, donc ces grottes cieux ou ces grottes célestes. Voilà. Prenez-le comme ça vous parle. Donc là, on parlait donc de l'Agartha du dragon bleu. Ensuite, il nous parle d'un autre réseau. Il nous parle du réseau de l'Agartha du dragon rouge. Alors le rouge n'est pas nécessairement une couleur à connotation négative ou sanglante, bien évidemment. Donc le réseau du dragon rouge a été créé donc après que la Chine et en particulier Pékin soit tombé sous l'occupation mandchoue donc de la dynastie des Qing. Les Qing, ça s'écrit Q-I-N-G. Donc après la bataille de Pékin, donc ça c'est pareil, vous avez des liens dans la mise à jour donc du 4, vous pourrez aller vérifier tout ça, vous avez des liens en français notamment. Donc après la bataille de Pékin, la capitale a été perdue par les Ming et de nombreux chefs militaires et prêtres taoïstes sont entrés dans la clandestinité pour former le réseau souterrain du Dragon Rouge sous Pékin. Donc c'est toute l'histoire de la Terre. Hein. C'est la lumière avance un pion. Puis l'ombre en avance un, la lumière infiltre l'ombre, l'ombre infiltre la lumière, et parfois la lumière doit se cacher et rentrer sous terre, et parfois la lumière sort au grand jour et fait des avancées, comme on a beaucoup parlé par exemple de l'activation du double vortex de Paris-Versailles, donc en 1775 par Maître Saint-Germain. Donc là, voilà, il y a eu des avancées de la lumière en Asie, en Chine, et il y a eu des avancées de l'ombre avec justement cette occupation mandchoue qui a renversé la dynastie des Ming, M-I-N-G. Alors, on va parler de triade un petit peu ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais savez, c'est un petit peu comme l'histoire de la franc-maçonnerie. Au début, c'est lumineux, et puis après, c'est infiltré, et ça devient un peu pourri. Donc, la triade originelle, c'était une société secrète qui est née en opposition à la dynastie mandchoue des Qing, justement, donc à la fin du XVIIe siècle. Donc voilà, on parlait de ces militaires et prêtres taoïstes qui ont dû rentrer dans la clandestinité. Donc une société patriote qui voulait restaurer l'ancienne dynastie Ming. Elle a soutenu donc pendant des siècles des révoltes. Alors je ne dis pas que pendant des siècles elle a été positive,
Je vous cite juste un extrait concernant cette triade originelle. Et ses membres possédaient un langage codé. Ça, c'est important justement pour ne pas se faire écharper par l'ombre. C'est bien parfois d'avoir un langage codé. C'est pour ça d'ailleurs que des fois on est obligé de se protéger. Donc le langage codé, ça permet de se protéger. Ils avaient également des signes de reconnaissance et pratiquaient des disciplines de combat tenues secrètes. Voilà. Mais dès le début du 19e siècle, certains de ces membres ont rompu avec cet idéal des origines et puis la violence gratuite a commencé à s'installer. Et des loges de la triade originelle, aujourd'hui, il ne reste plus que des gangs de voleurs et d'assassins, et on verra qu'il en reste encore des triades aujourd'hui. Voilà, mais c'est le parallèle avec la franc-maçonnerie est intéressant. Je ne dis pas que les francs-maçonneries sont toutes des gangs de voleurs et d'assassins. Non, non, je ne dis pas cela. Mais quoi qu'il en soit, les francs-maçonneries ont été aussi infiltrées, mais elles étaient à l'origine une impulsion de la lumière, notamment donc avant la Révolution française. On en a un petit peu parlé de tout cela. Voilà. Donc ce réseau donc des dragons rouges de l'Agartha, hein, si vous n'avez pas perdu le fil, on est toujours sur les dragons rouges de l'Agartha, et merci aux 78 personnes qui nous écoutent, puisque c'est le 78e épisode de Radio Pléiade. C'était bien d'obtenir ce chiffre. Donc, donc ce réseau existe toujours sous Pékin. Ils ont une forte coopération militaire avec, encore une fois, les Aldébaraniens et les Andromédans. Et rien de plus ne peut être dit pour le moment. Voilà. Évidemment, qui d'autre que Cobra peut parler de telles connexions? Voilà. Alors, je vais parler d'un troisième réseau, après avoir parlé des dragons bleus de l'Agartha et des dragons rouges de l'Agartha. Je vais vous parler des dragons de l'Agartha, de la porte du dragon, ou les dragons de la porte de l'Agartha. Je ne sais pas exactement comment il faudrait le dire correctement. Et après, je vous laisserai un petit peu la parole si vous souhaitez poser des questions. Donc, le réseau Dragon Gate Agartha a été créé sous la dynastie Song, cette fois-ci, S-O-N-G, donc par le maître Chang Chun. Donc, il est principalement implanté dans la province de Sichuan. Alors, la province de Sichuan, vous savez, c'est là où on mange très épicé, à vous arracher la gueule. Mais c'est aussi le pays des pandas. Et peut-être qu'il y a des Kung Fu pandas qui font partie de cette société. Bon, excusez-moi pour la blague, mais bon, de cette société, donc de la porte du dragon de l'Agartha. Et avec donc Chengdu. Chengdu est la capitale donc du Sichuan et c'est son vortex principal. Voilà. Voilà, le réseau du dragon de la porte du dragon de l'Agartha. Et il existe encore une autre faction donc dans la province du Fujian, F-U-J-A-J-I-A-N. Donc ça, c'est une province côtière du sud-est de la Chine qui est connue pour ses montagnes et ses villes côtières et dont on ne peut rien dire pour l'instant. Donc voilà, bon, il en parle, mais on ne peut rien en dire pour l'instant. Donc je résume, au cas où vous seriez perdu dans ces différentes couleurs de dragons. Donc les dragons bleus, il y a les dragons bleus de l'Agartha, il y a les dragons rouges de l'Agartha, il y a les dragons de la porte de l'Agartha, et il y a une faction qui n'est pas nommée, dont on ne peut rien dire, donc de la province côtière de Fujian. Donc tout ça, c'est lié à l'histoire et à la géographie de la Chine. Voilà. Et ben peut-être avant de passer au Tibet, je vous propose d'ouvrir un petit créneau de questions, remarques, réactions par rapport à ce que je viens d'être dit. Dites-moi, ouais, merci, Agartha de la porte du dragon. Il semblerait que ce soit la meilleure traduction. Agartha de la porte du dragon. Bon. Est-ce que vous avez des questions, des réactions à ce stade ? Profitez-en, ça ne va pas durer. Je vous laisse quelques secondes pour réagir. Et sinon, je vais enchaîner sur le Tibet. Le Tibet, après avoir beaucoup parlé de l'histoire de la Chine, on va parler un petit peu de l'histoire du Tibet. Non, personne parmi les 79 participants ne souhaite prendre la parole. 1, 2, 3. Alors, je continue. Et excusez-moi si je ne surveille pas forcément les questions qui pourraient apparaître dans le chat. Mais quand je suis seul à faire l'émission, c'est un peu plus compliqué de suivre le chat en parallèle. Alors, on va continuer. Alors, donc, on continue avec le Tibet. Donc,
Le Tibet, donc au Tibet, donc le principal bastion de l'Agartha se trouve à l'extrémité ouest des montagnes Kunlun. Kunlun, donc ça s'écrit Kunlun pour ceux qui veulent faire des recherches. Donc en fait c'est une chaîne de montagnes qui sépare en réalité le désert du Taklamakan, donc qui est le désert du Taklamakan, c'est un désert chinois. Bon, en réalité, c'est la province du Xinjiang qui est aujourd'hui une province ouïghour dont on entend beaucoup parler pour des raisons de problèmes de persécution d'une minorité et de non-respect des droits de l'homme, hein, vous le savez. Mais donc le désert du Taklamakan, c'est aussi surnommé la mer de la mort et c'est aussi le désert dans lequel a été effectué le premier essai nucléaire chinois. Donc voilà, donc la chaîne Kunlun sépare le désert du Taklamakan au nord des grands plateaux tibétains au sud, donc de cette chaîne Kunlun. Donc c'est une chaîne de montagne qui est emblématique bien sûr pour la Chine. Et elle présente un chapelet donc, de sommets compris en moyenne entre 6000 et 7000 mètres d'altitude. Donc vous voyez, ils ne sont pas des petits joueurs là-bas en ce qui concerne les montagnes. Et c'est une chaîne qui fait près de 3000 km de long. Voilà. Et que les montagnes Kunlun sont également connues pour leur jade, parce qu'il y a beaucoup de jade qui provient de là-bas, et on va reparler du jade justement. Il y a un point particulier important à connaître sur le jade, puisque le jade va avoir un rôle à jouer, et vous allez avoir un rôle à jouer par rapport au jade, lorsque justement il sera désintriqué des forces sombres. Alors, donc je reviens à mon principal bastion d'Agartha, donc à l'extrémité ouest des montagnes Kunlun. Vous me suivez ? Extrémité ouest des montagnes Kunlun. Donc, on est vraiment dans l'extrême ouest de la Chine, donc au sud-ouest du désert Taklamakan. Donc là se trouve un bastion principal. Donc, ce réseau a sa base principale sous le nœud des lignes principales de lait planétaire du Dragon. Donc, ce réseau est vieux de 26 000 ans. Il a un lien étroit avec la race centrale galactique. Il est également relié au réseau souterrain occidental des Atlantes et indirectement au mouvement de la résistance. Et cette base principale, ce bastion donc, de l'Agartha positif, possède aussi un avant-poste souterrain qui correspond territorialement à l'étendue du royaume de Guge. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, GUGE. Donc, quelques mots rapides. Donc, sur le royaume de Guge, donc le royaume de Guge ou Guge, donc entre le 10e et le 17e siècle, situé dans l'actuelle région autonome du Tibet, abrita une civilisation brillante et fut l'une des sources de la renaissance bouddhiste au Tibet. Voilà, avis aux amateurs de l'histoire du Tibet, avis aux amateurs de l'histoire du bouddhisme. Il y aurait sans doute plein de choses très très intéressantes à découvrir. Je sais qu'il y a un groupe de travail qui travaille sur des choses intéressantes à découvrir autour de Maître Saint-Germain, mais il y aurait sans doute plein de choses intéressantes à découvrir aussi pour ceux qui voudraient faire des recherches autour de cette civilisation brillante tibétaine. Et d'ailleurs, le simple terme de renaissance devrait vous générer un déclic, car nous sommes bien ici dans une influence positive à la surface de la planète, donc ce royaume de Guge. Je ne sais pas si vous me suivez encore, mais si vous me suivez par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où je vous parlais du tantra du Kalachakra, qui justement, en fait, est sorti, à l'impression, on va dire, qui est sorti donc a été introduit au temps du royaume de Guge au XIe siècle, pendant l'ère donc de la fragmentation de l'empire tibétain. Donc voilà, c'est le royaume de Guge a apporté de la lumière au Tibet et à la surface de cette planète pendant quelques siècles. Et donc le royaume de Guge est bien connecté à la lumière, mais faites vos recherches. Pourquoi y a-t-il un avant-poste de l'Agartha dans cette région en particulier ? Tout simplement parce que, enfin vous l'aurez compris, des vortex ont dû être activés, la lumière y a imprimé fortement sa trace et sans doute que l'ombre n'a pas pu contrecarrer suffisamment cette influence positive dans cette région de la planète. Et donc cette Agartha positif dispose un autre avant-poste situé sous le Tibet dont l'emplacement doit rester confidentiel. Ok, on ne sait pas pourquoi il nous en parle, mais bon, peut-être que vous pouvez vous y connecter par la pensée. Et de toute façon, Cobra donne rarement des coordonnées GPS de base souterraine. Voilà.
Alors, avant de défoncer un nouveau cliché New Age, eh ben, je regarde juste si vous avez éventuellement une question, une réaction, donc sur ce qui vient d'être dit par rapport au Tibet, donc cet Agartha tibétain. Donc, vous commencez un petit peu, peut-être que les choses se clarifient un petit peu entre la distinction entre ce qu'on appelle Agartha et ce qu'on appelle Shambhala. Je ne sais pas, j'espère en tout cas pour vous que les choses se clarifient un peu. Et comme je ne vois pas de main levée, eh bien je vais continuer et je vais défoncer allègrement donc un nouveau cliché New Age. Eh bien non, l'Agartha, ce n'est pas qu'un monde de bisounours. L'Agartha, ça peut être aussi négatif. Et ouais. Vous en connaissez beaucoup des gens qui ont parlé de l'Agartha négatif? Moi, j'en connais pas beaucoup. Mais en tout cas, Cobra, il en parle et c'est aussi pour ça que je l'aime bien et que je le respecte parce que de temps en temps, il défonce des clichés et c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc malheureusement, il existe également un réseau Agartha négatif dont le bastion principal se trouve sur le haut plateau tibétain, juste au sud des montagnes Kunlun, dont on a parlé. Alors, encore une fois, Kunlun, c'est 3000 km de long, donc vous imaginez pas qu'ils sont juste à côté de l'Agartha positif. Donc au sud donc des montagnes le Kunlun et un petit réseau de bases souterraines autour de la planète. Donc, malheureusement, ils ne sont pas que au Tibet. Voilà. Donc le Kunlun, j'en ai parlé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais du coup, ils ont eu accès à du jade et ils ont fait des choses pas bien, cet Agartha négatif. Et on va reparler du jade un petit peu plus loin. En tout cas, Cobra a pu dire la chose suivante, pour préciser un petit peu. Donc, les forces de la lumière, à travers le temps, ont construit leur propre réseau de villes souterraines et ce réseau maintenait la lumière pour la planète au cours des 26 000 dernières années. Figurez-vous que si la lumière, si nous ne sommes pas tous dans une matrice profonde, implantée, incarcérée, tout ce que vous voulez, c'est parce que justement, il y a eu cette action occulte de la lumière qui venait du centre de la Terre. Donc, elle a permis de maintenir une part de lumière à la surface de cette planète, malgré toutes les horreurs qu'on a pu vivre à la surface de cette planète. Ça aurait pu être bien pire. Voilà. Et donc, les forces de la lumière ont construit leur propre réseau de villes souterraines, en maintenant la lumière pour la planète. Et de nombreuses sources modernes appellent ce réseau Agartha, Shambhala, royaume souterrain de lumière, etc. Mais il y a un mais. Les forces obscures ont également construit leur propre réseau souterrain et se sont alliés aux draconiens, aux reptiliens qui vivaient déjà dans certains endroits souterrains. Ils ont maintenu l'obscurité pour cette planète durant les 26 000 dernières années. Diverses sources modernes appelaient ce réseau aussi Shambhala, voire même Agartha, ou royaume de Naga, ou Patala, je ne sais pas si vous connaissez ces termes-là. Donc, si quelqu'un parle du réseau Agartha, vous devez discerner clairement de quel réseau il s'agit. Et là, c'est Cobra qui parle. Donc, je répète, à ma sauce, quand on vous parle d'Agartha, du réseau Agartha, vérifiez avec votre interlocuteur de quel réseau Agartha vous parle-t-il. Parce que vous savez qu'il y a des canalisations et que les gens aiment bien canaliser beaucoup de choses parce que voilà, ça gonfle un peu l'ego. Et pourquoi pas canaliser l'Agartha? Certains l'ont fait. Ben, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce le bon Agartha qui a été canalisé? Peut-être oui, peut-être non. À vous de faire fonctionner votre discernement. Et nous avons franchi la barre des 80. Bravo. Donc voilà, donc le cœur de ce réseau. Donc là, on parle d'Agartha négatif, pour ceux qui nous rejoignent. Le cœur de ce réseau d'Agartha négatif est constitué d'Andromédans négatifs, donc en provenance de la galaxie d'Andromède, c'est ça les Andromédans, qui sont arrivés sur cette planète il y a 26 000 ans et qui vivent aujourd'hui dans une immense base souterraine située sous un petit monastère bouddhiste insignifiant dans le nord du Tibet. Au cas où vous voudriez le chercher, sachez qu'il est insignifiant. Peut-être pour des chercheurs invétérés ou qui connaissent le Tibet, peut-être que cela est possible. Et donc ces Andromédans négatifs ont été rejoints par un petit nombre d'êtres extrêmement négatifs venus d'un autre univers lors de l'invasion Archonte en 1996. Donc eux aussi, ils ont eu leur renfort de forces obscures. Donc vous savez que Cobra, en fait, maintenant, refait référence à d'autres univers. Souvenez-vous que par le passé, il avait dit que tous les univers avaient fusionné. Et puis finalement, il a dit le contraire récemment et ça a beaucoup dérangé ses suiveurs, dont moi.
Et donc, il s'est démenti récemment. Et en fait, nous, on en a fait une émission, je vous rappelle. On a fait une émission, donc Radio Playa numéro 75, qui s'appelle Le retour de la lumière et les multivers, où nous avons discuté de cette notion complexe de multivers, d'univers déchu et de créateurs corrompus. Et donc, oui, il y a pu avoir des êtres extrêmement négatifs venus d'un autre univers qui sont venus se renforcer le bastion des forces sombres, en tout cas cet Agartha négatif, sous ce temple insignifiant donc du Tibet. Alors je reviens au texte. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Cobra, il nous dit donc donc ce bastion Agartha négatif, donc très versé dans l'occultisme, et ces entités peuvent, dans une certaine mesure, manipuler les plans non physiques autour de la planète. Donc comprendre les plans au-dessus du plan physique. Donc le plan éthérique, astral, mental, voilà. Et il collabore étroitement avec le rôdeur. Alors ça c'est curieux aussi. Donc on se demande bien comment cette coopération est possible. On va vous le dire, comment cette coopération est possible. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le rôdeur, qui suscite toujours beaucoup d'interrogations. Et pour cette parenthèse, je vais m'inspirer donc des comptes rendus qui ont été faits donc de ces conférences asiatiques. Voilà, de cette synthèse des conférences de juillet, donc que vous pouvez trouver sur le site Révolution Vibratoire. C'est un très bon site, hein, je vous le recommande, quand vous ne le connaissez pas, il est très bien. Moi-même, je m'y fais référence de temps en temps parce que je m'oublie. Notre corps, notre esprit et notre âme sont actuellement liés à des anomalies subquantiques. Les forces de la lumière nous aident à éliminer ces anomalies subquantiques de tout notre être. Donc nous allons faire l'expérience du processus de désinfection au cours des 1 à 2 prochains mois. Donc il s'agira donc d'une phase de test dont je vous ai parlé tout à l'heure, au cours desquelles les forces de la lumière observent les réactions de l'humanité à ce processus de nettoyage. Comme c'est la première fois qu'une telle opération est menée depuis la création de l'univers, donc c'est un travail exceptionnel, vous l'avez compris. Lorsque vous méditez, ça c'est important, lorsque vous méditez en tenant des météorites interstellaires, celles-ci peuvent aider les forces de la lumière à éliminer le rôdeur. Donc par exemple, pierre Sintamani galactite, colombianite, tektite tibétaine, verre libique, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc pensez à méditer avec ces pierres parce que vous contribuez, vous aidez les forces de la lumière à éliminer le rôdeur. Alors le rôdeur, c'est quoi ce machin? Donc c'est une espèce d'archétype finalement du mal qui a infesté les univers et qui a survécu justement au cycle des univers. Donc ce rôdeur va disparaître du multivers, de notre multivers. Nous devons éliminer ce parasite cosmique pour mettre fin à la souffrance et à l'obscurité dans notre univers et tous les univers voisins, apparentés. Donc, c'est une entité parasite qui vit dans le monde subquantique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, le monde subquantique? Donc, c'est en dessous de la longueur de Planck. Donc, c'est tellement petit qu'on n'arrive même pas à l'imaginer. C'est une espèce en dessous du pixel de l'espace-temps. Donc, c'est au-delà du continuum espace-temps normal dans lequel nous vivons. Et aucune méthode issue du niveau espace-temps normal ne peut toucher le monde subquantique. Voilà. Donc, d'un point de vue de la mécanique quantique, on ne peut pas toucher le rôdeur. Cependant, il existe une solution donc qui consiste à se connecter à la source. Et on parlait tout à l'heure de se connecter à la source et d'utiliser justement ces météorites interstellaires. Et lorsque nous nous connectons à la source, elle peut intervenir dans notre monde de surface et dans le monde subquantique, éliminant ainsi le rôdeur. Donc le processus d'élimination du rôdeur s'appelle la sublimation. Bon, c'est aussi la sublimation, pour ceux qui font de la physique, je crois que c'est aussi le changement d'état qui passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Mais là, voilà, c'est un sens spirituel, on va dire, ou guerre spirituelle à ce terme de sublimation qui est donné par Cobra. Donc voilà, donc les fluctuations quantiques en fait permet au rôdeur finalement d'influer le continuum espace-temps. Il utilise les fluctuations quantiques pour nous influencer. Donc ces fluctuations se produisent à une très petite échelle, donc à la longueur de Planck. Le rôdeur peut influencer toute la matière formée par le biais des fluctuations quantiques. Il peut influencer les interactions au niveau quantique et le flux de plasma. Il peut également influencer les énergies émotionnelles et la pensée.
Et grâce à cette méthode, donc en fait, on est dans le monde subquantique, mais pas que dans le plan physique, aussi dans le plan astral et dans le plan mental. Moi, c'est comme ça que je le comprends et je vois pas d'autre façon de le comprendre. Et donc, grâce à cette méthode, grâce à ces fluctuations quantiques pour nous influencer dans ces différents plans, il peut attaquer ceux qui sont dangereux pour lui. Les fluctuations quantiques peuvent être considérées comme la peau du rôdeur, une espèce de surface extérieure du rôdeur. Le rôdeur dispose d'une certaine quantité de réserves d'énergie dans son monde subquantique, mais ces réserves sont limitées. Donc il stocke ses réserves dans le monde subquantique, mais lorsque le rôdeur interagit avec notre continuum espace-temps, donc à travers ces fluctuations quantiques, il perd une partie de son énergie. Il utilise son énergie, donc il perd une partie de son énergie. Un peu comme une batterie qui se vide. Et donc, lorsque le rôdeur interagit avec l'univers réel que nous connaissons, la source peut justement l'affaiblir petit à petit et le nettoyer. Et donc, petit à petit, une partie du rôdeur, à chaque fois qu'il essaye d'interagir avec notre monde, une petite partie du rôdeur disparaît dans le néant. Et il n'arrêtera sans doute pas de vouloir faire perdurer son monde, cet archétype du mal, et sans doute qu'il va vouloir jusqu'au bout continuer à influencer le plan physique, le plan astral et le plan mental. Et donc, petit à petit, il va s'épuiser. Ce processus d'élimination du rôdeur, qui s'appelle la sublimation, devrait aboutir à une disparition complète du rôdeur, donc dans notre univers et dans le multivers. Voilà un beau scénario, voilà un beau conte de fées auquel j'adhère volontiers. Voilà, parce qu'il y a des croyances qui font du bien et il y a des croyances qui nous parlent plus que les autres. Voilà. Est-ce que vous voulez interagir? Est-ce que vous voulez poser une question par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez du rôdeur? Est-ce que vous avez mieux compris le rôdeur? Je vois que Chiara, tu as activé ton micro. Oui, Tu as quelque chose à nous dire. je suis désolée, je ne vais pas être la seule à parler, enfin, à part toi. J'ai 3 réflexions, enfin 3 non, des choses à rappeler aussi. Bon, la moins importante, ben, quoi qu'elle soit extrêmement importante, c'est qu'il a dit aussi que la noblesse noire allait se former, dans cette faction, négative de l'Agartha et il recevait des cours, enfin, c'est moi ça je dis ça avec mes mots, hein, pour rigoler, enfin, avec des cours de contrôle mental. Tu te rappelles pas de ça? Qu'est-ce que quelqu'un Oui, les oui, on va en observait? parler. C'est justement, on allait Voilà. en parler tout à l'heure. Bon, c'est pas seulement ça, et tu as oublié un truc très important, c'est que Cobra a dit que cette faction négative était en cours était en phase d'être liquidée. Mais c'est normal parce que Ça ça vient pouvait après dans la mise à jour. Je vais en parler après aussi. bon d'accord, parce que il faut pas que ce soit enfin bon, j'ai pas à juger, hein, mais pour l'instant, ça paraît un peu anxiogène, quoi. Alors Ah, mais comment tu oui, ne mais retiens que les choses ça fait monter le rôdeur à la surface, tu vois, comme ça on l'attrape par la peau, hein, comme je viens vous et puis expliquer là. alors ce rôdeur, ça peut aussi faire très peur parce qu'on peut d'accord, il s'use tout seul comme une batterie, mais on peut se dire: «Mais ça va durer combien de temps?» Mais ce que je comprends pas, c'est que d'autres civilisations que la nôtre ont vécu très heureuses, enfin sans même s'il y avait le rôdeur dans l'univers quelque part, enfin dans un lieu, enfin est-ce qu'il suffirait pas qu'on soit, désintriqué du rôdeur? Et même il faut pas et c'est peut-être pas la peine d'attendre qu'il soit complètement, parce que s'il a duré pendant plusieurs univers, relativement, ça pourrait durer encore longtemps, hein. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut absolument pour que la Terre soit libérée, qu'il faut liquider le enfin, en finir avec le rôdeur. Il suffirait qu'on soit désintriqué et qu'il nous foute la paix. Eh ben, j'achète, j'achète ta remarque, Kira. Merci beaucoup. Mais oui, tout à fait. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut pas qu'il récidive, hein. Tu sais, c'est comme dans les films de science-fiction. Ouais, S'il reste un germe d'archétype du mal mmh, quelque part caché au fond de l'univers dans le ouais. monde subquantique, bah, t'imagines bien qu'il va pas rester ensommeillé tout le temps et qu'un jour, il va refaire surface. Si tu veux, on en a marre du mal, quoi, Oui, dans mais nous, cet on peut être univers ou dans les autres. libérés, d'accord, mais on peut être libérés. Pourquoi les Pléiadiens sont libérés? Pourquoi d'autres, même si le rôdeur existe, on existe encore quelque part d'une certaine façon. Ou on pourrait s'il faut attendre, si la condition pour que la planète soit libérée, c'est qu'on en est fini de façon définitive avec le rôdeur, c'est terrible. On n'en a rien à foutre. Moi, je veux être libérée, même si le rôdeur existe encore. Voilà, mais en tout cas, tu dis tout haut ce que beaucoup, je pense, pensent tout bas. Donc, merci beaucoup pour cette réflexion, On Chiara. dirait on est tenu en otage aussi, enfin, on est tenu en mais non, mais écoute, les autres sont libres, il y a plein de civilisations dans l'univers qui sont libres, enfin, même s'il y a le rôdeur, donc pourquoi pas nous?
Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait faire une autre réflexion par rapport à ça ou qui va dans la même lignée? Tiens, Akhenaton. Akhenaton a levé la main, donc si tu le permets, je vais donner la parole à Akhenaton maintenant. Chiara, merci en tout cas pour ta réflexion. Akhenaton, tu peux activer ton micro? Ouais, je t'écoute. Je vois ton micro activé, mais je t'entends pas. Non, je t'entends pas, non. Ouais, toi, alors t'es très 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 lointain au fond d'un tube. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Bon, désolé Akhenaton. Bon, eh ben écoutez, c'est pas grave. Ouais, ça arrive malheureusement. Je sais que ça agace certains auditeurs. Ces micros qui ne fonctionnent pas bien ou ces temps morts justement entre deux activations de micro. J'en suis désolé. Malheureusement, ça fait partie de ce concept où vous avez justement la possibilité de prendre la parole dans le cours de l'émission. Sinon, je ne ferai pas un Radio Pléiade sur Salon Vocal Telegram, je ferai ça sur YouTube. Voilà, donc on va continuer. Excusez-moi. On parlait de cet agartha négatif, donc je vais continuer. Donc cet agartha négatif, donc justement, je vais parler de ce dont je n'ai pas encore parlé, Chiara, parce que je prends les choses dans l'ordre. Possède une grande statue, et ne soyez pas anxiogénisés trop, parce que vous allez voir que cette histoire se finit bien, enfin on espère en tout cas. Possède une grande statue de dragon de jade vert, Khotian, alors c'est H-E-T-I-A-N. Donc c'est le nom d'une ville en fait au sud du Xinjiang, donc en fait le Taklamakan dont je vous parlais tout à l'heure, le désert du Taklamakan. Donc c'est une ville ouïghour, donc dans la chaîne encore une fois Kunlun, dans laquelle on trouve un jade. Donc ce jade vert vient c'est l'un des plus beaux jades qui existent. Donc, et ce dragon en jade vert, donc il est enchevêtré quantiquement avec tous les morceaux de jade de la planète. Je pense, quelle que soit leur couleur et quelle que soit leur nature. Et donc, ceci permet à cet agartha négatif de manipuler les lignes de lait des dragons. Les forces de la lumière utilisent actuellement la technologie Advor. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour vous désanxiogéniser. Donc, les forces de la lumière utilisent la technologie Advor pour démêler quantiquement tous les morceaux de jade de la planète. Et ce processus devrait être achevé dans un peu plus d'un mois. Vous voyez, ça avance vite. En plus, on a un délai. Formidable. Après cela, le jade pourra être utilisé pour le travail d'énergie positive par les artisans de lumière. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous pouvez commencer à acheter du jade, je pense. Alors, vous pourrez peut-être sans doute en acheter tachyonisé plus tard, mais en tout cas, si vous voulez avoir du jade sans qu'il soit tachyonisé, je pense que vous pouvez toujours en faire l'acquisition. Et une fois qu'il sera désintriqué, vous pourrez commencer votre travail de lumière avec cette pierre magnifique qui est intimement liée à la Chine. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de plus grand exemple d'une relation plus intime entre une pierre et un peuple que celui du jade et de la Chine, le saviez-vous? Au sein de l'Empire du Milieu, le jade est aimé, apprécié, collectionné, transmis depuis près de 8000 ans. Son influence s'étend de la langue et des arts chinois à la poésie, au roman, à la littérature moderne, à l'opéra et au cinéma. Donc le jade joue un rôle fondamental et central dans la civilisation chinoise, d'où l'intérêt aussi bien sûr pour les forces sombres finalement d'intriquer le jade pour éviter qu'il ne soit utilisé à des fins de faire grandir la lumière, mais tout ceci va être révolu. Donc voilà, le jade a une importance particulière dans la civilisation chinoise. J'ai moi-même découvert l'importance de cette pierre lors de mon séjour en Chine. On dit en Chine que le pays a eu 4 grands jades depuis les temps anciens. Donc, il y a eu 4 types de jade, donc les plus couramment utilisés, qui avaient le statut le plus élevé, donc sans doute de pureté, mais aussi de beauté. Et le jade Khotian, qui est utilisé justement par ces forces obscures provient donc de la province du Xinjiang, donc cette province ouïghour, est l'un de ses plus beaux jades. Voilà, j'ai un sentiment un petit peu de me répéter, mais bon, c'est toujours intéressant. Voilà, j'en ai terminé avec le jade, j'en ai terminé avec la relation entre le jade et la civilisation chinoise. Par contre, on n'en a pas complètement terminé avec cet agartha négatif qui, vous allez le voir, a une influence effrayante
sur toute l'Asie. Donc, et donc dans la suite de la mise à jour, justement, donc Cobra utilise le pronom personnel ils, ILS, pour parler justement de cet agartha négatif. Donc moi je vais préciser pour que les choses soient claires, pour éviter toute ambiguïté. Donc je vais dire cet agartha négatif, donc influence grandement les familles de noblesse noire par l'intermédiaire de l'ordre négatif des dragons verts. Donc voilà, encore une coloration. Alors, on n'est plus dans le bleu, on n'est plus dans le rouge, on est dans le vert cette fois-ci, mais là, malheureusement, c'est négatif. Ah, zut. Bon, voilà. Donc, je vais vous donner quelques extraits pour illustrer justement. Donc là, dans un premier lieu, donc l'ordre négatif des dragons verts. Donc, l'ordre monastique du dragon vert donc serait arrivé au Japon en provenance d'Asie continentale au cours du 8e siècle après Jésus-Christ. L'influence et le prestige de l'ordre se sont développés au cours de la période Ashikaga, si vous souhaitez creuser, donc des XIIIe et XVIe siècles jusque dans les années 1560. L'ordre entretenait un monastère solitaire dans les montagnes de Kihanto. Mais ils aiment bien se planquer, les forces sombres aussi. Il n'y a pas que les forces de la lumière qui se planquent, mais les forces obscures aussi, elles ont su se planquer à travers les âges. Une étiquette religieuse, pardon, je précise, et là c'est mon commentaire, une étiquette religieuse n'est pas un gage de lumière, comme vous le savez, hein, et tous ceux qui ont souffert de l'Inquisition ont bien intégré cette vérité. Donc voilà, donc c'était un ordre monastique, l'ordre monastique du Dragon Vert. Et alors, on va parler d'autres sociétés justement qui ont été influencées par cet agartha négatif. Et on va justement, donc, il y a la société de l'océan noir, il y a la société des dragons noirs dont on va parler, et la force obscure derrière ces sociétés secrètes négatives. Alors là, cette fois-ci, la couleur, elle a vraiment un sens. Donc la politique derrière ces sociétés secrètes, derrière la politique, derrière les jeux de pouvoir. Donc, c'est l'ordre du dragon vert, figurez-vous. Voilà. Donc, pendant une grande partie de leur histoire, les dragons verts ont été une secte monastique obscure et ostensiblement bouddhiste, considérés comme de grands maîtres zen dotés de pouvoirs permettant de voir l'avenir. Voilà, sans doute des pouvoirs donnés par les forces sombres ou par les traumatismes peut-être. L'ordre a guidé l'expansion japonaise depuis que les Américains ont forcé le Japon à s'ouvrir au monde extérieur en 1854. Donc voilà pour le dragon vert. Et donc, toujours par rapport à cette agartha négative. Donc c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu attendais, Chiara. Certains membres importants des familles de noblesse noire, donc comprendre les familles de noblesse noire aussi européennes, occidentales, hein, moi c'est ce que je comprends, doivent se rendre dans des bases souterraines au Tibet pour y recevoir une formation sur le contrôle de l'esprit basée sur les traumatismes. Donc, vous savez que ce sont des techniques qui sont en train de sortir au grand jour petit à petit. Donc, on sait que c'est très utilisé dans le monde du show business, dans le monde du sport de haut niveau, dans le monde militaire, dans le monde politique, etc. Donc, le contrôle de l'esprit par les traumatismes est devenu un sujet presque mainstream, pas encore tout à fait, mais on s'en approche. Donc par toutes les informations qui circulent actuellement sur les programmes de Mind Control MK, hein, MK Ultra, vous connaissez. Voilà, les poupées MK et compagnie, et confère à ce sujet donc la chaîne, la prolifique chaîne et d'une richesse incroyable donc d'Alexandre Le Breton. Donc voilà, donc pour les noblesses noires influencées par cet agartha négatif sur la base de traumatisme, super, ils vont se reprogrammer là de temps en temps, ils vont se faire traumatiser de temps en temps. Quelle belle vie que de faire partie de la noblesse noire, c'est de l'ironie bien évidemment. Donc cet agartha négatif influence également la Chine par l'intermédiaire du Green Gang. Donc allez, voilà, encore du vert à connotation négative. Donc le gang vert, la bande verte en chinois c'est traduit la bande verte. Donc quelques mots sur le gang vert. Donc le gang vert, donc la bande verte ou gang vert, donc est une société secrète créée par une personne du monastère Shaolin. Ah zut, je pensais que c'était aussi positif les Shaolin moi. Donc dans le but de protéger des Chinois de l'ethnie des Han qui étaient opprimés par les Mandchous de la dynastie Qing.
Bon, ça semblait être une bonne volonté à l'origine, et pour rétablir la dynastie Ming, réunissant en son sein de nombreux hommes d'affaires. Donc, cette bande verte contrôlait la quasi-totalité de l'activité criminelle de Shanghai, ah zut, à leur capitale mondiale du commerce de l'opium. Les activités principales de la bande verte, du gang vert, pardon, étaient le trafic d'opium, le jeu, la prostitution, et ces services étaient en outre régulièrement demandés pour disperser des réunions syndicales et des grèves. Et de 1919 à 1931, l'interlocuteur de la bande verte dans la concession française était Étienne Fiori. Pour ceux qui veulent creuser, ça peut être un sujet intéressant à creuser. Rien à voir avec Fioril. On en a parlé, mais je pense qu'il n'y a rien à voir. Voilà, donc la bande verte a aussi été responsable du massacre d'environ 5000 grévistes et sympathisants communistes. Donc la bande verte, le gang vert a des accointances avec donc Chiang Kai-shek, et ce dernier récompensa le chef du gang en le nommant général. Donc voilà, donc retenez bien cela, encore une fois, on comprend la vraie nature d'une société secrète, ici le gang vert, donc on comprend sa vraie nature par les méthodes qu'elle emploie. Donc moi, si j'entends dire qu'une société secrète s'enrichit avec le trafic de l'opium, le jeu et la prostitution, j'ai envie de dire, l'affaire est pliée. Vous imaginez bien que ce n'est pas une société secrète positive. Hein, voilà. Je pense que vous avez compris. Bon, alors des fois, c'est un petit peu plus difficile parce que des fois, justement, des sociétés secrètes utilisent une façade lumineuse pour pouvoir, justement, cacher ou couvrir des activités criminelles. Donc, il n'est pas toujours évident. En tout cas, l'histoire nous permet de le faire a posteriori, mais sur le moment, il n'est pas toujours évident de faire le distinguo. Voilà. Donc là, on est encore dans une notion de triade finalement. Vous savez, j'ai fait le parallèle avec la franc-maçonnerie en Europe, donc des triades, des impulsions positives à l'origine, et puis ça devient des gangs de voleurs et de criminels. Voilà. Donc cet agartha négatif, donc je reviens à cet agartha négatif. Donc influence également l'Inde cette fois-ci, par le biais de sectes bouddhistes négatives. Donc je vais travailler votre géographie ce soir, votre géographie de l'Asie. Donc il y a des sectes bouddhistes négatives. Ok. Ici, Cobra ne cite aucun nom en particulier. Dommage. Peut-être que l'exposition viendra plus tard. Elle viendra, n'en doutez pas. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le bouddhisme ne représente aujourd'hui que moins de 1% de la population indienne. Donc c'est quand même une petite minorité. Donc je pense qu'ils... Voilà. Je ne sais pas comment ils font. Ils arrivent avec moins de 1% de la population indienne, et encore que certaines sectes, comment ils arrivent à influencer l'Inde. Mais on sait que l'ombre ne travaille pas la petite semaine et a beaucoup de secrets justement pour influencer les affaires à la surface de cette planète, notamment par la corruption. Donc cet agartha négatif influence également le Japon par l'intermédiaire de la société du Dragon Noir. Alors, essayons de comprendre aussi un petit peu cette société du Dragon Noir. Donc la société du Dragon Noir a été fondée en 1901. Et elle a pour origine une autre société secrète qui est la société de l'Océan Noir. Donc, qui toutes ont été influencées par la société du Dragon Vert, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, je sais, on s'y perd un peu, mais c'est pas grave. On tient la corde, on continue. Donc, alors la société de l'Océan Noir à l'origine, c'est une organisation terroriste. Elle a attiré des personnalités de crime organisé. Donc là, voilà, bon, elle a eu une influence politique. Elle a fait des assassinats politiques, etc. Bon, voilà, une société secrète négative, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle a même créé un vaste réseau de maisons closes à travers toute la Chine, figurez-vous. Voilà, de retour dans la prostitution. Et les informations d'ailleurs qui étaient captées par cette société secrète étaient surtout obtenues par les prostituées employées pour soutirer les informations de leurs clients. Voilà. Ça fonctionne bien. C'est des techniques qui fonctionnent bien, confère le réseau Epstein. Je pense que c'est des techniques qui sont vieilles comme le monde. Donc, Société de l'Océan Noir, qui a donné naissance à la Société du Dragon Noir, donc, c'est ce qui nous occupe. Donc, un groupe à l'origine qualifié d'extrême droite paramilitaire ou ultranationaliste, fondé en 1901. Elle a été dissoute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est du Wikipédia. Mais en réalité, vous allez voir que quand ils sont dissous, en général, ils changent de forme, ils changent de nom, et puis ils recréent quelque chose à côté dans la clandestinité. Et puis ils négocient leur impunité autant que faire se peut en échangeant des informations capitales avec les services
d'information occidentaux. Voilà, c'est des choses qui se pratiquent. Donc la Société du Dragon Noir, elle a utilisé avec brio la guerre psychologique, la propagande et la désinformation partout où elle a agi. Son action était dirigée à l'origine contre la Russie, mais elle a étendu ses activités dans plein de pays, donc en Asie du Sud-Est, en Éthiopie, au Maroc, en Turquie, en Amérique du Sud, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Donc vous voyez les ramifications que peuvent avoir ces sociétés négatives. C'est assez impressionnant. Donc la Société du Dragon Noir fut dissoute par le commandement suprême des forces alliées en 1946, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, un auteur qui s'appelle Brian Victoria, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le bouddhisme et ses sectes, a écrit donc dans son livre Zen War Stories que la société a été recréée en 1961 sous le nom de Club du Dragon Noir, et ce club a repris les buts de l'ancienne société. Donc voilà, donc ce sont des sociétés polymorphes aux méthodes qui ne laissent pas de doute sur leur orientation, leur contribution pour les forces sombres. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. Encore 77 personnes sur le live, c'est bon, on tient la corde. Donc, on est toujours sur cet agartha négatif. Alors là, âme sensible, s'abstenir, bouchez-vous les oreilles. Cet agartha négatif est aussi responsable de la création de l'unité 731. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'unité 731, eh ben, peut-être rester avec cette ignorance. C'est peut-être bien mieux que cela. C'est bien mieux comme cela. On va dire, j'accomplis mon devoir d'informateur et de commentateur de la mise à jour de Cobra. Donc, quelques informations sur les horreurs de cette unité 731. Donc, c'est une espèce de camp de concentration à la mode, à la sauce japonaise. L'unité 731 a été créée en 1932 et 1933 par mandat impérial. C'était une unité militaire officiellement. Officiellement, cette unité se consacrait à la prévention des épidémies et à la purification de l'eau. En réalité, c'était une unité militaire de recherche de guerre bactériologique par l'armée impériale japonaise. Elle a effectué des expérimentations sur les êtres humains, comme des vivisections sans anesthésie, ou des recherches sur diverses maladies comme la peste, le typhus, le choléra, en vue de les utiliser comme armes bactériologiques. Les expérimentations ont été pratiquées en Manchukuo, donc c'est l'état fantoche de Mandchourie, de la Mandchourie actuelle, qui était sous influence japonaise. Par largage aérien, ils ont fait entre 300 000 et 480 000 victimes. Cette unité 731 est reconnue responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Là, je vous ai donné une version édulcorée de l'unité 731. L'État japonais n'a reconnu son existence que depuis 2002. Voilà. Donc, de terribles horreurs ont été commises pour, bien sûr, alimenter l'agri négatif de cette planète. Et donc, sous l'influence de cet agartha négatif, on est toujours à parler de cet agartha négatif. Encore une fois, le but n'est pas de générer l'anxiété en vous, mais de vous donner quelques explications par rapport à cette mise à jour. Donc voilà. Et cette plaie de l'histoire, donc cette unité 731, n'est toujours pas refermée, figurez-vous. Il y a encore des traumas. Ouais. Et en 2023, cette unité 731 reste un objet de controverse et de débat entre les partisans d'une exposition claire des témoignages et des documents de toutes les abominations qui ont été commises, et de l'autre, les personnes qui ne souhaitent pas réouvrir ces dossiers et ne souhaitent pas se concentrer sur les côtés négatifs de l'histoire du Japon. Voilà, je ferme le chapitre de l'unité 731. L'agartha négatif, on arrive au bout. Soyez patients, on arrive au bout. Est également responsable de la chute de la dynastie des Romanov. Alors là, je ne vais pas vous donner plus de détails. Une petite curiosité, néanmoins, le tsar Nicolas II avait des tatouages de dragon. On peut se poser la question pourquoi. Alors, il a fait un voyage en Asie, mais ça pourrait être intéressant de faire des recherches. Pourquoi le tsar Nicolas II, sachant qu'en Asie, c'était plutôt les malfrats et les voyous qui se faisaient des tatouages à l'époque, même si il y avait une espèce de mode dans la haute société occidentale. Donc, pourquoi le tsar Nicolas II s'est fait-il tatouer des dragons?
En tout cas, moi, j'ai un commentaire personnel par rapport à la chute de la dynastie des Romanov, hein, avis aux amateurs de lecture sur Raspoutine. Mon commentaire personnel est que le fameux Raspoutine a joué un rôle clé dans cette chute de la dynastie des Romanov, même si effectivement, peut-être que d'ailleurs Raspoutine était soutenu énergétiquement par cet Agartha négatif. Vu le rôle qu'il a joué, ce ne serait pas étonnant. Voilà. Et cet Agartha négatif soutenait également Hitler. Voilà, ça y est, on a atteint le point Godwin. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment commence Indiana Jones. Vous vous souvenez comment commence Indiana Jones? Donc, revenu à la vie civile, là, notre cher héros, là, Indiana, il est à son poste de professeur d'universitaire d'archéologie. Il est mandaté par les services secrets et par son ami Marcus, conservateur du Musée national de Washington, pour mettre la main sur le médaillon de Ra. Et ce médaillon de Ra, il est en possession de son ancienne amante Marion Ravenwood, qui est désormais tenancière d'un bar au Tibet. Mais oui, au Tibet. Et donc voilà, Indiana Jones commence par une scène, et une scène devenue emblématique, donc une scène au Tibet. Cet artefact égyptien donc serait en effet un premier pas sur le chemin de l'Arche d'Alliance, donc, et une pièce historique au pouvoir inimaginable dont Hitler cherche à s'emparer. Donc vous vous souvenez de ce fameux nazi là qui est au Tibet en même temps qu'Indiana Jones, qui veut mettre la main sur le médaillon de Ra, et ce médaillon de Ra lui brûle d'ailleurs entre les mains. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Donc voilà. Donc même si c'est pas forcément le médaillon de Ra qui intéresse Hitler, il y a bien une connexion entre Hitler, le nazisme et le Tibet. C'est incontestable. Il y a bien quelque chose qui l'intéressait là-bas. Alors peut-être que certains dignitaires allemands ont été formés par les traumatismes, peut-être par cet Agartha négatif. Qui sait? Allons-y et mettons une hypothèse audacieuse. Donc, en tout cas, de nombreux membres de haut rang du régime nazi, y compris Hitler, mais plus particulièrement Himmler et Hess, Rudolf Hess, affichaient des croyances occultes complexes. Émus par ces croyances, les Allemands donc envoyèrent une expédition officielle au Tibet entre 1938 et 1939 à l'invitation du gouvernement tibétain, notamment pour assister aux célébrations du Nouvel An, le Nouvel An tibétain, le Losar. Voilà, et plusieurs écrivains d'après-guerre donc sur l'occultisme ont affirmé que le bouddhisme et la légende de Shambhala jouèrent un rôle dans le contact officiel germano-tibétain. Et inutile de vous rappeler que la croix gammée, bien sûr, est avant tout une croix bouddhiste. Voilà, et on s'en rend compte quand on va voyager en Asie, au Tibet ou en Inde, on voit ces croix gammées un petit peu partout, d'ailleurs, qui tournent dans les deux sens, hein, qu'elles tournent à droite ou à gauche, elles sont utilisées. Voilà, donc il y a un article qui est donné justement par Cobra qui se veut sérieux, qui donne quelques éléments de connexion intéressants, mais il ne va pas très loin par rapport aux aspects ésotériques de la chose dans la connexion entre le régime nazi justement et le Tibet. Mais je crois avoir lu dans l'aventure mystérieuse de Lobsang Rampa qu'il existait un village tibétain en Allemagne nazie. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais il me semble avoir lu ça par le passé. Voilà. Et donc, nous arrivons à la conclusion. Donc, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs qui nous écoutez en replay ou en direct. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Depuis le 21 juillet, donc c'est hier presque. Ah ben non, on est le 12 août. Bon, enfin voilà, 21-12, 12-21. Depuis le 21 juillet, les forces de la lumière ont entamé des opérations visant à supprimer ce réseau dont nous avons parlé beaucoup ce soir, qui disparaîtra bientôt. Donc voilà. Donc je vous ai fait un long exposé pour vous dire que finalement, bah, vous pouvez oublier finalement tout ce que je viens de vous dire. Parce que ça restera dans les archives de la Terre et de cet affrontement final, dans les archives de cette guerre galactique. Mais vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit, puisque cet Agartha négatif va disparaître bientôt. Quand exactement, je ne sais pas, mais bientôt. Et si vous avez des questions sur ce méli-mélo des dragons asiatiques ou de ce méli-mélo des Agartha positifs ou négatifs, je vous invite au micro. Vous êtes les bienvenus. Il est 22h24. Et Chiara prend la parole. Allez, Chiara, je Je t'écoute. suis désolée, c'est encore moi. Je voudrais dire que j'ai eu un très beau cadeau d'anniversaire parce que mon anniversaire, c'est le 21 juillet. Donc, si c'est ça qui a marqué le début de la destruction de ce réseau
affreux, bah, c'est très bien pour moi. Voilà, je suis contente, fière et voilà. Eh ben, écoute, joyeux Bon, anniversaire avec un peu de retard et merci oui, d'avoir participé merci justement à bo au oui. début de ces opérations. Tu y es peut-être pour quelque chose, va donc Ah, savoir. ouais, et je voulais dire aussi que moi j'avais pas com j'avais compris que, ça doit être toi qui as bien compris, que la noblesse noire y allait non pas pour subir des traumatismes, mais pour apprendre à raffiner les traumatismes sur ses cibles. Bah, il me Ça semble peut être pas les avoir 2. déformé la mise à jour de Cobra, que c'était il parle de formation sur la base des traumatismes, hein. Il me semble que c'est le terme qui est utilisé par Cobra dans sa mise à jour. Tu me fais douter Ouais. là d'un coup. Non, non, mais eux, ils se déplacent, ces dignitaires de la noblesse noire pour, moi c'est ce que j'ai compris, hein, je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, pour, Ouais. pour apprendre à encore mieux, exercer le contrôle mental sur leurs cibles. Mais Non, non, peut-être mais qu'effecti je recite pour éviter toute oui, ambiguïté, oui, hein, Chiara, je peux me d'accord, permettre. d'accord, Je, d'accord. je cite, je cite Cobra. Certains membres importants des familles de noblesse noire doivent se rendre dans des bases souterraines au Tibet pour y recevoir une formation sur le contrôle de l'esprit basée Voilà, sur les traumatismes. Donc oui, effectivement, euh, enfin, c'est un peu ambigu. Moi, je l'avais compris comme quoi ils étaient eux-mêmes formés, mais ils peuvent être tout simplement formés pour pouvoir eux-mêmes après traumatiser effectivement voilà, des mmh. gens. Donc j'avoue, pour y recevoir une formation sur le contrôle de l'esprit basée sur les traumatismes. Ouais, ouais, c'est ambigu. Ah oui, oui, bah, Mais c'est ambigu. merci de relever cette ambiguïté, Chiara. Je te Mmh, remercie mmh, beaucoup de la mmh, mmh. relever. Parce que Mm. sinon, s'ils vont là-bas pour, et on leur fait des traumatismes pour qu'après ils contrôlent mieux les autres, à ce moment-là, c'était vraiment le réseau sombre qui était à la tête de la pyramide du mal, au-dessus de la Mm. noblesse noire. Ouais, ouais. Donc Mm. une fois qu'on le liquide, eh ben, c'est bon quoi, tout le reste doit venir après. Ouais, Et tout tant à pis si fait. le rôdeur existe encore, on s'en fout. Voilà. Voilà, Bon, moi, comme quoi qu'il en soit, depuis ton anniversaire, donc on s'en souviendra pour les siècles des ah siècles, oui, ouais, je suis depuis le contente moi. 21 juillet, donc les forces de la lumière ont Ah, entamé des opérations visant à supprimer ce réseau. Donc eh merci oui, Chiara, bah oui, voilà, qui bonsoir à nous tous. offre un moyen mnémotechnique. Voilà. Ouais, OK, voilà. Moi, je te Salut à tout le remercie. monde. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir par rapport à tout ce gloubi-boulga de dragons asiatiques et d'agartha positifs et négatifs? Est-ce que, allez, encore une fois, je vous laisse quelques secondes pour réagir. Dépêchez-vous. Après 1 heure et demie d'émission, je ne vais pas vous attendre longtemps. Bon, on a quand même bien avancé. Il reste encore quelques petits sujets à traiter avant la fin de cette émission. Merci pour votre patience. Allez, pas de main levée, je continue. Et en tout cas, merci Chiara, tu me sauves la mise. Euh, donc voilà, on continue. Alors, ça c'est un point intéressant, ça. Ça c'est un point intéressant qui a pu faire gamberger pas mal de monde. On va parler de Trump. On va parler de Q. Géopolitiquement, au cours de la période, donc du 11 au 22 juillet, donc des choses importantes se sont produites. Tout d'abord, les Pléiadiens ont utilisé la technologie Hathor pour déplacer la tête de Donald Trump juste 0,3 secondes avant qu'il ne soit touché par une balle, lui sauvant ainsi la vie. Alors moi, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, ah, c'est trop fort. Alors là, moi, j'adore Cobra simplement par l'imaginaire qu'il crée. C'est-à-dire que tout a été dit, tout a été imaginé par les bandes Q, les complotistes, les contre-complotistes, les qui vous savez, enfin bref. Tout a été dit, mais pas ça. Non. Ça n'a pas été dit. Il n'y en a qu'un pour le dire. Utiliser la technologie Advor pour déplacer la tête de Trump juste avant que la balle ne le touche. J'adore. Personnellement, j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme lire un bon livre de science-fiction. Donc voilà. Donc on a beaucoup parlé de tout ça. Moi, je vous conseille. J'ai écouté l'analyse d'Idriss Aberkan et je la trouve plutôt bonne. Voilà, il développe notamment le fait que la thèse du faux attentat, ça tient pas la route une seconde, hein, étant donné voilà la proximité de la balle avec la tête de Trump à une telle distance. Si vous faites des calculs mathématiques, les mathématiques eux-mêmes vous démontrent que c'est pas possible que ce soit un faux attentat. Ils ont vraiment voulu lui exploser la tête. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pourquoi les forces de la lumière ont décidé qu'il n'en serait pas ainsi? Eh bien, parce que tout simplement, elles savent que cela aurait abouti au chaos.
cela aurait dressé la population américaine contre elle-même. Pourquoi sauver Trump? Pour éviter le chaos par 10. Et non pas pour qu'il devienne le 47e président des États-Unis. Alors, évidemment, la bande Q, elle peut s'emparer de ce truc-là. On pourrait dire, ouais, j'avais raison et tout, c'est Dieu qui est derrière. Bon, les Pléiadiens, Dieu, c'est un peu pareil. Et c'est parce qu'ils veulent que Trump soit le prochain président des États-Unis, donc Dieu le protège. Et voilà, donc ça peut donner de l'eau au moulin des pro-Q. Ça peut donner de l'eau aussi au moulin de notre ami Florent David, qui défend la thèse que Cobra travaille pour les nazis. Donc finalement, tout ça, ça travaille ensemble. Et voilà, donc on comprend mieux pourquoi. C'est les Pléiadiens qui ont déplacé la tête de Trump. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai adoré la façon dont il nourrit notre imaginaire. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça, mais c'est quand même assez kiffant, cette histoire. Voilà, en tout cas, si vous voulez une analyse propre et soignée sur cet attentat de Trump, voilà, allez écouter Idriss Aberkan. Même si c'est pas une personne que je recommande dans tous les cas. Loin s'en faut. J'ai beaucoup de réserves d'ailleurs par rapport à sa personne, mais il fait de très bonnes analyses. Ok, alors je passe à la suite. Personne ne réagit sur Trump. Donc la panne de CrowdStrike. Donc vous savez, cette panne mondiale donc informatique qui a affecté plein de secteurs de l'économie. Donc d'après Cobra, donc cette panne mondiale de CrowdStrike a mis un clou dans le cercueil des monnaies numériques de banque centrale qu'on appelle les CBDC. Central Bank Digital Currency, donc monnaie numérique de banque centrale. Alors, j'ai été voir un petit peu les liens qu'il nous a fournis. Alors, oui, mettre un clou dans le cercueil, pardon, c'est une traduction mot à mot d'une expression anglaise, en fait, qui veut dire donner le coup de grâce, en fait. Voilà, donc, pour Cobra, cette panne de CrowdStrike est une très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que les monnaies numériques de banque centrale ne se feront pas. Voilà, donc on peut se poser la question du pourquoi. Alors, je vois une question arriver sur le chat, mais on pourra en reparler. Je vous inviterai à réagir tout à l'heure. Alors, je commente ça. Donc, les dangers d'une dépendance excessive à l'égard des systèmes numériques. Donc, ont été une fois de plus mis en évidence à travers, elles sont mises en évidence à travers les pannes massives de systèmes informatiques et notamment à travers cette panne. Donc c'est un antivirus en fait qui a généré cette panne mondiale, un antivirus de sécurité qui s'appelle Falcon, le faucon. Donc il a affecté en fait toutes les interactions avec les systèmes d'exploitation Windows. Donc, Dieu sait s'il y en a à la surface de la planète. Donc une mise à jour a semé le chaos dans les secteurs bancaires, le commerce du détail, les chemins de fer, les aéroports, la santé et beaucoup d'entreprises et infrastructures donc où le logiciel Falcon fonctionne sur des systèmes Windows. Voilà, donc en réalité, le mécanisme exact de l'écran bleu de la mort qu'ont vu tous ces gens en panique, il n'est pas encore très très bien clair de ce que je comprends. Donc peut-être qu'on peut s'imaginer qu'il y a eu une influence positive derrière cette panne massive de CrowdStrike. Donc cette panne massive montre une autre manière dont finalement une autre manière d'avoir un point unique de défaillance. Vous savez, on est à l'ère du numérique, tout est poussé dans le cloud, tout est dupliqué, redondé pour vous assurer une continuité de service permanente, etc. Donc on se dit, de toute façon, les pannes informatiques, ça n'existe plus. Eh ben non, parce que justement, quand vous avez un logiciel tel que cet antivirus qui subit une panne et qui sert finalement de porte d'entrée à tout un tas d'infrastructures de cloud, eh bien, il suffit qu'il y ait un seul problème, un unique problème sur un de ces logiciels pour que ceci génère une panne gigantesque à la surface de la planète. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, même en cas de décentralisation massive des infrastructures, nous restons dans une fragilité numérique par rapport à ces logiciels qui sont largement utilisés. Voilà. Donc, il y a une leçon très claire à en tirer. Les systèmes peuvent toujours s'effondrer à grande échelle, même s'ils ne sont pas centralisés au sens physique du terme. Et voilà, et ceci menace, et en tout cas
semblerait donner un coup de grâce pour les monnaies numériques de banque centrale, et les systèmes d'identification numérique aussi devraient tirer une leçon de tout cela. Voilà, cette panne a mis hors service environ 8,5 millions d'ordinateurs appartenant à plus de 24 000 entreprises ou organisations, etc. Donc c'était vraiment gigantesque. Donc voilà, donc merci au mouvement Résistance d'avoir généré cette panne. Oups, non, enfin je sais pas si c'est eux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas eux? Ensuite, je continue. Alors, je vous aide à partir de maintenant, si vous le souhaitez, là on approche de la fin de cette émission. Si vous souhaitez intervenir, je vais surveiller en même temps les mains levées. Donc, je vous laisse la possibilité de les lever et je vous donne la parole. Donc, il y a aussi une divulgation douce sur la vie extraterrestre. Alors bon, la Cobra, il est bien gentil, mais moi je trouve que la divulgation, elle est un peu trop douce à mon goût. Donc, de quoi il est question dans les liens qu'il nous donne? Il est question de la vie sur Mars. Bon, voilà, il y a des, vous savez qu'il y a des sondes. La sonde, il y a un rover Perseverance. Donc, non, pardon. Le rover Curiosity est tombé par hasard sur des roches composées de soufre, donc un matériau très important pour l'étude de la géologie martienne, mais aussi dans le cadre de la recherche des traces de vie passée sur Mars. Et donc, tout récemment, c'est son petit frère, donc Perseverance, un robot qui a mis la main sur des formations géologiques qui pourraient bien avoir été créées par des organismes extraterrestres il y a plusieurs milliards d'années. Donc bon, si vous voulez, des micro-organismes il y a plusieurs milliards d'années, enfin il dit pas micro-organismes, mais bon, qui auraient pu avoir de la vie sur Mars. Bon, moi je suis désolé, j'appelle ça effectivement de la divulgation très très douce. J'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus violent. En termes de divulgation, j'entends. Voilà, donc ça c'était mon commentaire sur à propos des super ondes galactiques. Donc là, il nous donne un lien intéressant. Donc donc à propos de super ondes galactiques. Alors là, en fait, il fait la référence à une galaxie qui porte un nom à coucher dehors, SDSS 1335, machin, etc. Vous pouvez retrouver la référence encore une fois dans l'article. Donc une galaxie jusqu'alors très discrète qui s'est mise à briller de mille feux. Et donc, ça a beaucoup intrigué les astronomes. Ils se sont mis à observer cette galaxie et ils en ont conclu qu'ils assistaient à des changements encore jamais observés, probablement dus au réveil soudain du trou noir massif qui se trouve au cœur de la galaxie. Et comme vous le savez, les trous noirs massifs dans le cœur de la galaxie, en général, correspondent, en tout cas dans notre compréhension de l'univers, telle qu'elle nous est donnée notamment par Cobra, à des soleils centraux galactiques. Donc voilà, donc les scientifiques ont assisté au réveil d'un soleil central galactique, d'une galaxie avec un nom à coucher dehors. Et voilà, et c'est pour ça qu'il fait la référence à la super onde galactique. Sauf que là, c'est un réveil qui s'étale sur plusieurs années. Voilà. Ensuite, il nous parle d'abondance de diamants dans le système solaire. Alors, abondance de diamants dans le système solaire, donc là, une référence à Mercure, la planète Mercure. Donc, que dit le lien qui a été donné? Il dit tout simplement que Mercure posséderait une couche de diamants de 16 km d'épaisseur, selon une sonde spatiale de la NASA. Donc, comme vous le savez, le diamant, c'est du carbone. Hein, c'est ni plus ni moins du carbone. Vous prenez une mine de crayon, carbone, vous la compressez, vous la chauffez, vous obtenez du diamant. Bon, c'est vite dit, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Mais le diamant, c'est du carbone. Et c'est le quatrième élément le plus abondant dans l'univers. Donc, vous imaginez bien que même si le diamant a beaucoup de valeur à la surface de notre planète, il est très abondant dans l'univers. Et pourquoi pas une couche de 16 km d'épaisseur de diamant dans Mercure. Écoutez, pourquoi pas. Donc, en tout cas, ça relativise effectivement de ce qui est précieux sur la Terre. Donc, le quatrième élément le plus abondant dans l'univers, mais le 15e élément le plus abondant sur la Terre. Donc, du coup, le carbone est un peu moins abondant globalement sur la Terre que dans l'ensemble de l'univers. Voilà. Petite information intéressante à votre portée, à votre attention. Ensuite, il nous parle d'une compilation intéressante sur le rôdeur et ses tentacules. Alors là, je vous invite à aller voir les liens qu'il a donnés sur un site qui s'appelle lurkerbuster-blogspot.com. Alors, Lurkerbuster, c'est un petit peu comme Ghostbuster, vous l'avez compris. Donc voilà, c'est ce dont il est question. Merci Chiara. Donc, bon. Et puis, vous avez aussi maplurker-blogspot-
ou .com, je sais plus. Enfin bref, vous avez les liens. Ce sont des liens un peu assez incroyables. Donc, bon, difficile de vous en faire un résumé, mais ça permet d'appréhender en fait par l'imagination le rôdeur. Voilà. Et je vous citerai juste un tout petit extrait d'un de ces deux sites. Voilà. Donc je cite: vous, moi et l'Alliance avons le plein soutien des forces de la lumière dans tout cela, donc dans un raid de nettoyage. Alors que nous atteignons la bataille finale multiversale qui a commencé depuis la nuit des temps et qui se termine ici, dans cet univers particulier, dans cette galaxie particulière, dans ce système solaire, sur cette planète, la Terre, avec l'équipe au sol qui est actuellement dans cette société appelée humanité. Et vous faites partie de cette équipe au sol. Voilà. Pour nettoyer ce lurker, ce rôdeur, dans cette bataille finale multiversale. J'adore. Voilà, et d'ailleurs, vous avez une méditation sur le dragon que vous pouvez rejoindre si vous vous sentez guidé à la fin. Donc à la fin de l'article que j'ai mentionné. Alors j'ai publié donc la méditation du dragon donc sur Révolution vibratoire. Vous pouvez la retrouver. Peut-être je vais vous donner quelques mots de cette méditation du dragon parce qu'elle est quand même intéressante. Méditation du dragon pour la libération spirituelle, elle fait 20 minutes. Alors, je ne sais plus s'il y a un audio qui a été fourni pour cette méditation. Quoi qu'il en soit, vous avez le protocole. Donc, un protocole habituel, relaxation, purification, définition de l'intention, invocation de protection. Et je vais m'arrêter sur le point qui est, à mon sens, le plus intéressant dans la méditation. Imaginez qu'un portail s'ouvre dans le ciel au-dessus de vous, libérant une colonne de lumière bleue qui vous entoure et pénètre le centre de la Terre. Simultanément, visualisez une autre colonne de lumière bleue s'élevant de la Terre, s'entrelaçant avec la première et fusionnant au niveau de votre cœur, signifiant une connexion profonde entre la Terre et la source cosmique. Et donc, je vous rappelle, l'émission Radio Pléiade numéro 76, pour ceux qui ne l'ont pas encore écoutée, que j'ai faite, que nous avons faite, qui s'appelle La percée de la lumière par compression et l'ouverture du cœur. Et finalement, cette méditation ne fait que reprendre ce concept du rôle majeur du cœur dans la fusion entre les énergies du ciel et des énergies de la terre, dans la préparation et dans la réalisation de la percée de la lumière par compression. Voilà, donc c'est ce point que je voulais signaler pour vous intéresser à cette méditation du dragon. Donc, il nous met en avant également une méditation très importante pour la paix au Moyen-Orient. Plus que jamais, il faut méditer pour la paix au Moyen-Orient. Donc, une méditation qui est proposée toutes les 4 heures. Et il termine la mise à jour de situation planétaire en recherchant un volontaire pour une mission spécifique dans le nord de l'Italie. Et donc, je pense que vous n'habitez pas dans le nord de l'Italie. Peut-être que je me trompe. En tout cas, si c'est le cas, si vous écoutez en différé, vous pouvez contacter cobraresistance@gmail.com. Vous aurez une mission spéciale, sans doute en lien avec les pierres. Allez donc savoir. Et nous sommes arrivés au bout de cette mise à jour. Écoutez, c'était finalement un petit peu plus rapide que ce que j'avais imaginé. J'ai déroulé tambour battant cette mise à jour. J'espère ne pas avoir oublié de choses importantes. Et je vous donne la parole. Allez-y, la parole est à vous. Nous sommes encore 70 personnes. Après 1h43 d'émission, je vous écoute. Avez-vous des questions, des réflexions, des compléments à apporter avant de conclure cette émission? Je vous écoute. Alors, je vais essayer de voir un petit peu en même temps s'il y a des choses qui se sont dites sur le chat. Pour l'instant, je ne vous vois pas réagir. Alors, je vois que Bia a fait un commentaire sur la méditation, donc la méditation du dragon, je pense. La méditation pour la paix au Moyen-Orient a été repostée également. Alors voilà, donc là c'est intéressant, ça aurait été bien que vous preniez la parole, mais donc je pense que vous êtes certain à ne pas croire à la réalité de cet attentat. Je pense. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas non plus aux explications de Cobra.
Ce serait intéressant que l'un d'entre vous accepte de prendre la parole sur ce sujet. C'est pas Pierina, je vois que tu as. euh, Peut-être que tu souhaiterais intervenir. Donc sinon, je peux lire ton commentaire. Donc voilà, Trump touche son oreille, pas de sang, et après de se relever de sa cachette, il a du sang. Donc voilà, donc certains s'imaginent sans doute que, enfin voilà, il avait une pochette de sang qui était préparée, qu'il a fait éclater. Vous savez, c'est comme dans les films, au moment, enfin où il était caché, pour laisser faire croire à un attentat. C'est une autre hypothèse. En tout cas, ce n'est pas l'hypothèse de Cobra. Donc voilà, donc vous avez bien sûr, vous avez le droit de ne pas croire en ce que dit Cobra, bien évidemment, et de penser que c'était un faux attentat. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Apparemment, personne ne souhaite venir commenter à l'antenne ce point-là. Je trouve que c'est quand même intéressant. C'est une hypothèse qui pourrait se défendre aussi. En tout cas, c'est pas l'hypothèse de Cobra. Non, pas de candidat, pas de candidat. Ok. Bah écoutez, je vous laisse encore quelques secondes euh, pour réagir. En tout cas, merci Chiara d'avoir rompu cette uniformité, puisque voilà, j'étais un petit peu seul ce soir. Néanmoins, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vais glisser doucement vers la conclusion de cette émission. Ah, Pierina. Vas-y, Pierina, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Bienvenue. Ouais, coucou Hervé, coucou tout le monde. Non, bah moi depuis le début, je ne crois absolument pas à cet attentat. Bah, pour différentes raisons, hein. J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo. Déjà le comportement des personnes qui sont ben, euh, dans les tribunes là. Enfin, c'est quand même, voilà, pour moi, pas des réactions tout à fait normales de personnes qui entendent des balles éclater. Et puis, oui, j'ai relevé le fait que Trump touche son oreille parce que j'ai fait une vidéo pour vraiment cet extrait-là. Et je l'ai mise au ralenti, capture d'écran et tout pour qu'on voit vraiment bien. Il n'a pas de sang quand il se touche l'oreille, il y a pas de sang. Alors je ne sais pas si c'est une poche de sang qu'on lui met ou quoi, je ne sais, voilà quoi. Mais pour moi, c'est non, ça ne tient pas debout, il y a trop d'incohérences. Et puis, par rapport aux Pléiadiens et leur technologie Advor, je trouve quand même ça un peu fort que, heu bah, voilà, OK, admettons que ce soit un vrai attentat. Admettons qu'ils aient, bon, avec leur technologie, déplacé la tête de Trump. Admettons qu'ils aient voulu exprès que l'oreille soit touchée pour montrer qu'effectivement, ils ont voulu l'atteindre. Admettons tout ça. Donc en fait, avec leur technologie, ils n'ont pas réussi à stopper une balle qui aurait tué un homme devant sa femme et sa fille. Je trouve ça quand même pas très, pas très juste, quoi. Si vraiment il y avait eu cette intervention des Pléiadiens, c'est que enfin, c'est pas correct. Mais au-delà de ça, non, moi je ne crois absolument pas. Et c'est pas parce que c'est Cobra qui dit que c'est vrai que je vais y croire. Moi, c'est comme je l'ai dit aussi, je respecte beaucoup Cobra et merci à lui pour toutes les informations qu'il peut donner. Euh, mais personnellement, moi, Cobra, c'est pas mon Dieu. C'est pas mon la personne en qui je vais donner toute ma croyance. Je ne, comme je l'ai déjà dit, je ne bois pas ni savoure toutes les paroles de Cobra. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit, faites vos propres recherches, ne croyez pas tout ce que je dis. Donc voilà, j'aime beaucoup Cobra et tout, j'ai rien contre lui, mais non, voilà, je reste avec ma position, avec mon discernement, mon propre discernement, et non, tu me poses la question, si je ne crois pas en Cobra dans ce qu'il a dit, ben, je te réponds non. Voilà.
Merci beaucoup. Non, non, mais j'apprécie beaucoup ton intervention. Je pense qu'elle était nécessaire parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison de croire Cobra dans ces affabulations. Moi, voilà, l'idée me plaît, tout simplement, par l'imaginaire que cela implique. Mais effectivement, alors moi, j'ai pas fait je sais pas, je me sens pas compétent. J'imagine que lorsqu'un tissu est traversé par une balle, je sais pas si le sang doit jaillir forcément instantanément, tout de suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question, mais je trouve que ton hypothèse, elle est tout à fait crédible et elle est même beaucoup plus crédible que celle de Cobra, en tout cas, quoi. Ça, c'est clair. Ça fait pas fonctionner l'imagination de la même façon, mais en tout cas, ta thèse est beaucoup plus crédible. Donc, merci de l'avoir exprimée sur cette antenne. Ben, merci à toi. Et chacun y va de toute façon de son propre discernement et de son propre ressenti. Donc, je respecte aussi tous les avis et ceux qui croient en cet attentat. Hein. C'est pas ça non plus. Mais voilà, moi j'ai ma position et je garde cette position. Je ne la changerai pas juste parce que Cobra a dit que. Voilà. Merci. C'est bien, voilà, et par là même, tu démontres que tu as du discernement et que tu n'es pas une groupie aveugle. Et c'est exactement ce qu'on demande à chaque personne qui suit Cobra. C'est exactement ça. Donc merci de tenir cette position. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir par rapport à tout ce qui vient d'être dit ce soir, par rapport à cette mise à jour et les compléments apportés donc par les conférences asiatiques? Oui, Chiara, à nouveau, je vois Oui, ton micro. oui, désolée, je pense vraiment que le sang ne jaillit pas nécessairement tout de suite, hein. Des fois, on croit qu'on n'est pas enfin, on n'a pas eu des choses de cet ordre, mais on croit qu'on saigne pas, puis le sang jaillit, enfin, pas instantanément, quoi. Donc ça, c'est pas une preuve, hein. C'est pas un élément qui peut servir de preuve, ça. Pour le reste, moi, j'avais cru comprendre, mais j'ai peut-être une vision, c'est peut-être subjectif, hein, parce que moi, je veux l'événement, que si l'événement se produit bientôt, il faudra quand même que tout, aux yeux des gens endormis, paraisse acceptable. Et je pense que Trump est vraiment le candidat. J'ai compris, moi j'avais cru comprendre qu'il était vraiment le candidat des Pléiadiens pour cette élection. Non, J'avais non, à je pense pas que Cobra ait dit que Trump soit le candidat des Non, Pléiadiens, hein, non, pardonne-moi. attends, c'est ma compréhension, hein, j'ai Ouais, pas dit qu'il l'a ouais, dit. Non, ouais. pour que la transition se fasse, de la façon la plus naturelle, si elle a lieu, si l'événement a lieu bientôt, aux yeux de tous les gens qui ne comprennent rien, quoi, Alors, je sais je pas pense qu'il est si protégé, je crois qu'il est protégé par, c'est pas qu'ils adorent Trump, c'est pas que Trump bon, moi j'ai une tendance à croire Cobra. J'ai vraiment, comment j'ai observé, ça fait 10 ans. J'étais pas au début acquise totalement enfin, je pensais pas que tout ce qu'il disait était vrai, au début en tout cas, mais mon expérience me fait ne pas douter des informations de ce qu'il dit, des informations qu'il dit recevoir des Pléiadiens. Pour le reste, c'est ses OK. croyances, c'est sa recherche, comme nous, il recherche, il peut se tromper, il peut, comme sur l'histoire des univers, il peut revenir sur ce qu'il pensait, comme nous tous, hein, on change d'avis, et heureusement. Mais je pense que les informations qu'il nous dit venir des Pléiadiens, elles sont crédibles. Pour moi, elles sont crédibles. OK, très bien. Bah, merci de constituer à vous 2 donc la thèse et l'antithèse. Mais je suis pas C'est certaine, attention, j'ai pas moi je suis jamais certaine à 100, mais je mais crois peu plus que importe, Cobra, quoi. peu importe. Nous voilà, nous sommes dans une Oui. recherche de la vérité. C'est aussi Mmh. l'objectif de ces émissions, c'est de vous apporter aussi des compléments d'information, peut-être pour attirer votre attention sur des choses, qui vous ont échappé dans le cadre de la lecture, ou apporter des compléments, des éléments de compréhension et cetera. Donc effectivement, on n'est pas là pour dire il a tort, il a raison. Alors moi, il me semble me souvenir, mais je ne sais pas si Pierre serait là pour le confirmer ou pas. Il me semble me souvenir que Cobra a dit à un moment que un moment de ces mises à jour, ça doit pouvoir être retrouvé ou dans des entretiens, des interviews, que Trump ne redeviendrait pas président des États-Unis. Il me semble avoir lu, voilà, chez Cobra. Après, Oui, on sait qu'il je s'est contredit confirme. aussi, hein, par le passé, Cobra s'est aussi contredit sur certaines choses. Je confirme, Hervé. C'est ce qu'il a dit. Très bien, merci Pierrina, merci.
Voilà. Bon, ça vous embouche un coin, peut-être. Mais non, mais on s'imagine que les élections vont aboutir forcément à une élection, mais peut-être pas. Et peut-être que les élections aboutiront à l'élection de Kamala Harris, j'en sais rien. Peut-être qu'elles aboutiront à rien du tout, à un état je sais pas, un état de transition, puisqu'il va y avoir du chaos aux États-Unis. On ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas. Mais voilà. Donc peut-être que ce sera Trump. Peut-être que finalement, Trump donnera tort à Cobra et sera le 47e président des États-Unis. Peut-être. Nous verrons. Nous verrons. En tout cas, j'ai envie de dire, pour vous, c'est pas la question. Pour vous, la question, c'est tenez la lumière. Et voilà. Et du coup, je vais aller vers la conclusion. Et si vous voulez continuer à discuter, je laisserai le salon ouvert si vous voulez discuter en mode after, non non modéré. Je vous laisserai la possibilité d'échanger. Voilà, donc je vais glisser vers la conclusion. Donc voilà, donc l'important pour vous, c'est de tenir la lumière, quelle que soit la croyance que vous pouvez avoir en Trump, en cet attentat ou en tout ce qui a été dit sur les dragons, sur Agartha, sur Shambhala, etc. Tenons la lumière. Et c'est pour ça que nous organisons donc mercredi soir, donc ce 14 août, à 21h, une petite session donc d'une heure ou un petit peu plus d'une heure avec les chambres à tachyon. Donc n'hésitez pas à venir avec nous tenir la lumière et avec la voix de Lise donc, qui nous guidera en direct pendant ces exercices méditatifs. Et ces exercices pourront être réutilisés par la suite en mode replay pour ceux qui veulent, pour continuer justement à tenir la lumière à n'importe quel moment, et notamment à la période de début septembre qui est particulièrement critique, comme je l'ai indiqué en début d'émission. Voilà. Et je rappelle donc également l'annonce de l'émission de la semaine prochaine, donc mardi 20 août, sur le mirage de Palantis. Alors c'est un sujet qui peut faire polémique, j'en ai tout à fait conscience, mais nous avons des éléments très très concrets à vous apporter justement par ce mirage de Palantis qui est poussé par quelques oiseaux au sein de la communauté spirituelle. Et je rappelle également donc le livre de Marie-Hélène Dourte. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, le lien a été donné également et je le remettrai en description de la vidéo. Donc voilà, merci à toutes et tous pour votre attention ce soir sur ce sujet ardu des sociétés secrètes asiatiques, de la géographie asiatique qui n'est pas forcément très aisée pour tout le monde. Merci pour votre patience, merci pour votre attention. Et je vais arrêter de ce pas l'enregistrement. Nous allons basculer en mode after pour ceux qui le souhaitent. Et je vous donne rendez-vous donc sur le Mirage Palantis mardi prochain. Bonne soirée et surtout, tenez la lumière. Merci et à bientôt.